Notre héros a facilement défoncé Faucheur Pourpre, une bête humaine qui déchiquette les hommes à main nue. Pour montrer l'écart de puissance entre eux, il l'attrape facilement par le cou et le jette au sol si fort qu'on entend le bruit à travers l'écran. Sans lui laisser une chance, notre héros utilise sa seule compétence, rugissement de foudre, et réduit son corps en cendres. Eh bien, il y a une raison pour laquelle il peut facilement vaincre cette bête. Retournons au début. Le roi des poings était un titre donné à un homme qui a soumis tout le clan Jang avec ses seuls poings. Une nuit, Dan Wozung, le roi des poings, est pris en embuscade par un groupe d'individus mystérieux. Mais étant aussi puissant qu'il l'est, il en élimine la plupart. Il remarque ensuite deux autres adversaires qui ont l'air clairement plus forts que les personnages secondaires qu'il vient de vaincre en solo. S'avançant vers eux, il aperçoit un symbole sur l'une de leurs épées qui l'aide à les identifier comme appartenant à la faction démoniaque. Alors que le premier adversaire s'approche, Wozung se dit qu'il va en finir avec lui en seulement 10 attaques. Mais pour une raison quelconque, lorsqu'il arrive à la 9e attaque, il se rend compte qu'il a été affaibli. C'est alors qu'il remarque l'implication de l'autre individu. Avant qu'il ne puisse réagir, il est poignardé et s'évanouit instantanément. Il a été imprudent. Se réveillant dans un environnement étrange, Wozung se demande si quelqu'un l'a soigné avant qu'il ne décède. Wozung vérifie immédiatement sa poitrine mais est surpris de la trouver sans cicatrice, ce qui rend toute la situation étrange. C'est alors qu'il remarque une jeune femme à ses côtés qu'il appelle apparemment depuis tout ce temps, en l'appelant premier jeune maître. Quand elle lui apporte de l'eau à boire, il remarque quelque chose d'étrange dans son reflet dans un miroir à proximité. Pour une raison quelconque, il ne semble pas pouvoir identifier l'individu qui le regarde depuis le miroir. Revenant à la réalité, Wozung commence immédiatement à paniquer, tirant sur la peau de son visage comme s'il s'agissait d'un masque. Voyant l'étrange démonstration de folie de son jeune maître, la servante se précipite immédiatement pour appeler le médecin afin qu'il l'examine. Quand elle part, Wozung essaie de comprendre ce qui lui est arrivé exactement. Il se demande si cela pourrait être l'œuvre des factions démoniaques, mais conclut que cela les dépasse largement. Si jamais elle possédait ce genre de pouvoir, elle l'aurait utilisé pour prendre le contrôle total du clan Jang il y a longtemps. Il décide de descendre du lit pour essayer d'identifier l'identité qu'il possède maintenant, mais s'effondre immédiatement à ses pieds. C'est alors qu'il réalise à quel point son corps actuel est faible. Sans se décourager, il lutte jusqu'à ce qu'il atteigne un bureau à l'autre bout de la pièce. S'installant, il remarque un tas de lettres adressées à Lee Jinéon, le fils aîné d'un marchand très riche. Tout l'incident lui devient alors clair. Il a été réincarné. Soudain, un vieil homme fait irruption dans la pièce, et Wozung l'identifie immédiatement comme étant le médecin. Gongsun, le médecin, l'embrasse, montrant sa profonde inquiétude, mais Wozung lui assure qu'il va bien. Le médecin convoque ensuite des serviteurs pour servir à Wozung son repas habituel. Quand il voit la nourriture, il l'identifie immédiatement comme étant la soupe de dragon et de phénix, qui, bien qu'elle puisse être excellente pour les personnes en bonne santé, est aussi bonne que du poison pour quelqu'un d'aussi malade que Lee Jinyan. Wozung se rend alors compte que quelque chose ne va pas avec le médecin. Il suppose que le médecin a trouvé étrange d'apprendre que Jinyan était plus énergique, et c'est pourquoi il s'est précipité pour confirmer. Gongsun remarque que la nourriture est parfaitement saine pour Wozung et le rendra aussi fort que les hommes qui participent à la compétition martiale du dragon et du phénix, prouvant son caractère sournois à Wozung. Wozung demande immédiatement depuis combien de temps la compétition a lieu, et Gongsun répond que cela fait 200 ans. Wozung dit alors au médecin qu'il n'a pas d'appétit alors qu'il le renvoie hors de la pièce. Réalisant maintenant que comme c'est juste le moment pour la 200e compétition martiale du dragon et du phénix, il ne s'est écoulé que peu de temps depuis sa mort. Il y voit une bonne occasion non seulement de se venger de la faction démoniaque, mais aussi du médecin sournois qui avait maintenu la Légion Éon-Alité. Cette fois, il décide qu'il va tous les abattre d'un seul coup de poing. Quelques jours plus tard, puisque Jinéon a spécifiquement arrêté son régime de soupe de dragon et de phénix, il a commencé à se sentir beaucoup plus sain, et tous les serviteurs le reconnaissent. Un matin, quand il revient de sa promenade matinale, on lui sert un petit déjeuner sain et il s'installe pour manger. Soudain, Gongsun arrive dans sa chambre en essayant d'agir de manière beaucoup trop familière. Jinéon a alors une idée pour essayer d'exposer ses actions. Il demande au vieil homme pourquoi il a décidé de passer, et Gongsun répond qu'il ne l'a pas vu depuis un certain temps et voulait simplement savoir comment il allait. Il énumère ensuite un tas de compliments flatteurs, les reliant à ses efforts pour prendre soin de lui. Déclenché, Jinéon s'arrête immédiatement et souligne qu'il est conscient de ce que le vieil homme a essayé de lui faire avec la consommation constante de la soupe de dragon et de phénix. Gongsun est complètement choqué en entendant les accusations. Il essaie immédiatement de se défendre, affirmant que la soupe est simplement un tonique nourrissant, mais Jinéon dénonce son bluff. Gongsun prétend alors être bouleversé par les accusations et essaie de s'excuser, mais Jinéon l'arrête, lui disant à quel point il est impoli pour lui de partir alors que son maître ne l'a pas encore renvoyé. Jinéon ordonne au vieil homme d'aller chercher des outils d'écriture et de commencer à écrire ce qu'il dicte. Avec Gongsun qui écrit, il commence le contenu de la lettre en demandant plus de temps dans la villa. Ensuite, il fait remarquer à quel point sa vie est obstinément longue. Alors qu'il prononce ces mots,
il remarque que le vieil homme se fige complètement. Quand Gong demande de quoi il parle, il révèle alors toutes ses découvertes sur l'agenda secret du médecin pour le tuer. Puisqu'il sait que le médecin doit simplement agir sur ordre, il lui ordonne d'écrire le nom de la personne qui lui a donné l'ordre dans la lettre. Gong Sun essaie d'abord de nier les accusations, mais voyant à quel point le jeune maître est sérieux, il cesse de faire semblant et révèle ses vraies couleurs. Il traite Ginéon d'imbécile pour être trop arrogant et déclare qu'il va maintenant devoir tuer tous les serviteurs dans la chambre pour sa folie. Ginéon perd immédiatement patience et frappe le vieil homme à la tête, le faisant s'évanouir immédiatement. À la suite de l'attaque, la main de Ginéon gonfle. Il se fait remarquer à lui-même que son corps est encore trop faible et qu'il doit s'assurer qu'il se rétablisse rapidement. Il croit que quand il sera complètement rétabli, peu importe si l'ennemi auquel il a affaire est une organisation entière, car il les abattra tous à lui seul. Tout d'un coup, il a un violent mal de tête, ce qui lui fait perdre l'équilibre. Ses yeux commencent alors à larmoyer alors que des tas de souvenirs inondent son esprit. À partir des souvenirs, il comprend toute l'histoire de Li Jignon. Jignon, étant le premier fils du groupe de marchands Una, n'était ni aussi intelligent que son deuxième frère ni aussi fort que son troisième frère. Il avait tellement essayé de compenser ce qui lui manquait avec de l'argent, mais a fini par se livrer à une vie de plaisir dépravé. Au moment où il a réalisé ses erreurs et fait demi-tour, il était déjà trop tard. Comme il avait négligé sa santé pendant longtemps, il a été envoyé à la villa pour se faire soigner. Avec tous les souvenirs de son corps actuel, Jignon se rend compte que sa famille ne se soucierait même pas de son lieu d'exil, alors il décide de l'utiliser comme une opportunité pour se concentrer sur les arts martiaux. Puisque son corps est toujours dans un état terrible, Ginéon décide que pour l'amener à un niveau élevé, il devrait incorporer les connaissances de sa vie passée avec quelques élixirs rares dans son entraînement. C'est une bonne chose qu'il se soit réincarné en une personne riche, donc obtenir quelques élixirs ne devrait pas être un problème pour quelqu'un de son statut. Un an plus tard, Incio, l'escouade de garde du groupe de marchands Ona, arrive à la villa avec une lettre à remettre directement à Genéon. Quand il rencontre le jeune maître, il est extrêmement choqué de voir à quel point il a changé. Au cours des quelques saisons qui se sont écoulées, le noyau énergétique de Ginéon s'est grandement manifesté, et il a gravé tous les arts martiaux nécessaires à la survie dans son corps. Les différents arts martiaux comprennent l'art de la mobilité éclairée, l'art du corps éclairé, la foulée rapide et l'art des 10 phases de la foudre blanche, qui lui permet de contrôler la foudre. Grâce à son entraînement rigoureux, il a maintenant atteint la 4e phase, qui est bien au-dessus de la moyenne dans les arts martiaux. Mais même avec cette croissance rapide, il a toujours l'impression de ne pas être assez fort. Quand le garde arrive et remet la lettre, il se demande si c'est vraiment le même jeune maître qu'il a connu, car Jignon était si fragile. D'après le contenu de la lettre, Jignon découvre que son père est maintenant alité. Il demande à Incio quelle pourrait en être la cause probable, et Incio compare cela au travail du clan Ouyang. Le clan Ouyang est un clan auquel le groupe de marchands Una verse un tribut sous prétexte de frais de protection depuis un certain temps. Ils avaient augmenté les frais de manière déraisonnable, ce qui rendait difficile même pour le riche groupe de les suivre. Malheureusement, les gardes du groupe ne pouvaient même pas protester à cause du genre de groupe auquel ils ont affaire. Le nom Ouyang sonne une cloche dans la tête de Jignan, et il se rend compte qu'il devait être assez fort pour que quelqu'un comme lui ait entendu parler de lui. Ginéon remarque que pour résoudre tout le problème, il n'a qu'à abattre tout le clan, surprenant complètement Insiap. Insiap ajoute qu'il y a une autre raison derrière l'effondrement soudain du chef. Il lui parle d'un combat à l'épée auquel les 2e et 3e jeunes maîtres ont participé devant leur père, le poussant à s'effondrer de colère. Gignon décide qu'il ne peut pas rester les bras croisés et attendre que son père se rétablisse. Il ordonne aux gardes de retourner et de signaler qu'il va rentrer à la maison. Quand Incio revient au palais du groupe de marchands Una, il raconte aux autres gardes à quel point le premier jeune maître a changé, mais aucun d'eux ne le croit. Chacun d'eux fait des commentaires offensants sur le fait qu'il sera toujours bon à rien. Anyap, le vice-capitaine de l'escouade de garde, semble cependant assez intrigué par les affirmations d'Ins Yap selon lesquelles le premier jeune maître est un artiste martial. Il se souvient que Ginon a toujours eu un physique fin depuis qu'il était enfant, mais n'a jamais su comment l'utiliser. Soudain, l'arrivée de Ginon est annoncée. Alors que la majorité des gardes ne voient pas la nécessité d'accueillir un perdant bien connu comme lui, le vice-capitaine leur ordonne de lui réserver un accueil chaleureux. Pendant ce temps, alors que Ginon avance dans le palais, il se demande pourquoi il n'est pas accueilli. Il est ensuite rapidement approché par les gardes qui saluent son arrivée. Le vice-capitaine s'incline pour lui souhaiter la bienvenue au palais tandis que le reste des gardes grimace à cette idée, étant donné la façon dont le jeune maître les avait terriblement traités dans le passé. À leur grande surprise, plutôt que les insultes habituelles, Gignon les remercie de l'avoir accueilli de nouveau, ce qui fait remarquer aux gardes qu'il a effectivement changé. Pendant que Agnop le conduit à la chambre de son père, Gignon rencontre Jaillon, son prétendu frère cadet et le 3e fils. Comme Jaillon aime brutaliser son frère parce qu'il est si faible, Agnop essaie d'intervenir, mais Jaillon ne prend pas son intervention à la légère. Il le gifle violemment au visage, lui disant de connaître sa place. Il essaie de donner une leçon au vice-capitaine pour avoir osé poser les mains sur lui, mais Jaillon n'en peut plus de son impolitesse.
Il remet immédiatement son frère à sa place. Il lui serre ensuite les épaules si fort que Jaillon se met à genoux. Jaillon lui crie dessus, le traitant de bâtard, mais Gignon est excité à la place, remarquant qu'il pourrait devoir enseigner à son petit frère les bonnes manières qu'il mérite. Pendant ce temps, alors que Huayan, le deuxième fils, se promène dans le manoir, il remarque l'agitation au loin. Confrontant l'un des gardes, il découvre que son frère est revenu et s'est disputé avec son jeune frère. Il suppose immédiatement que Jaillant brutalise de nouveau Jaillant comme au bon vieux temps, alors il se précipite sur les lieux pour arrêter le combat. À sa grande surprise, quand il arrive, il est incrédule de voir Jaillant remettre Jaillant à sa place pour la toute première fois. Avec Géon qui subit une sévère punition pour son comportement grossier, les frères partagent une brève réunion. Quand Ginéon remarque une blessure à la main de Huayon, qu'il a très probablement subi lors de son affrontement avec Géon, il augmente la punition, forçant leur petit frère à s'excuser. Les frères sont tous deux choqués par le développement soudain du personnage de Ginéon. Ginéon trouve un parchemin contenant une liste d'employés qui assisteront à une prochaine réunion de conférence le lendemain. Quand il le parcourt, il trouve le nom de Gongsun, le médecin louche, écrit en gras dans la liste. Il rassemble ensuite tous ces indices et en conclut que la personne responsable de l'installation sommaire contre lui à la villa ne devait être autre que Ouyangu. Gignon interroge sérieusement ses frères pour savoir si l'un d'eux travaille secrètement avec Ouyangu, mais ils sont complètement époustouflés par le fait qu'il ait même envisagé cette option. Ils expliquent qu'ils connaissent la quantité de lutte que leur père a consacrée au groupe et ne feraient jamais rien pour le gaspiller. Quand ils confirment qu'ils disent la vérité, Gignon leur dit son intention d'assister également à la réunion de conférence. Ils se dirigent ensuite vers la chambre de leur père. Quand il approche son père sur un lit de malade, le vieil homme l'embrasse chaleureusement, remarquant à quel point il a l'air en meilleure santé maintenant. Dans la vie précédente de Gignon, il n'a pas eu la chance de grandir avec des parents. Mais avec les souvenirs de Gignon, il ressent l'énorme rôle que le vieil homme a joué dans sa vie. Quand le vieil homme explique comment son corps ne peut pas suivre le niveau de stress auquel il est confronté, Gignon l'assure en souriant malicieusement qu'il s'occupera de la cause du stress dans sa vie. Le vieil homme a soudain des frissons à cause du sourire étrange de son fils. Le lendemain à la réunion de la conférence, alors que Huayon prononce un discours, Ouyou remarque la présence inhabituelle de Gignon. Se demandant ce qui aurait pu l'amener à assister, il en conclut que Gignon est probablement inquiet pour sa position dans le groupe. Se sentant arrogant, il décide de le provoquer en interrompant la réunion pour une suggestion. Il suggère que puisque Gignon n'a pas de garde personnelle, il aimerait lui recommander l'un de ses hommes. Apparemment, environ la moitié des gardes du groupe de marchands Una sont déjà des hommes du clan Ouyang. Cela fait partie de son plan pour renverser tout le groupe de marchands Una, et en raison de son pouvoir, personne n'ose se lever contre lui. À sa grande surprise, Ginéon se lève contre lui et fait sa propre suggestion de licencier Ouyangu de son poste de chef des gardes. Toute la salle prend sa pétition pour une mauvaise blague car ils n'ont jamais vu quelqu'un tenir tête à Ouyangu de cette manière. Ouyangu remarque que l'état de santé de Gignon pourrait être ce qui lui a fait croire qu'il avait le pouvoir de se lever contre lui. Gignon sourit et frappe violemment la table devant eux, la brisant complètement. À ce stade, toute la salle se tait. Gignon déclare alors hardiment en retour qu'Ouyangu a dû oublier sa place juste parce qu'il avait acquis une certaine influence. Il déclare hardiment que le groupe de marchands Una lui appartient et non l'inverse. Quelques minutes avant la réunion, Gignon avait parlé à Huayan de ses plans pour destituer Huayan de son poste de capitaine des gardes. Huayan l'a averti que Huayan est complètement hors de leur portée, mais Ginon lui avait dit de rester tranquille et de regarder son grand frère s'en occuper. Maintenant, regarder son frère adopter ce genre d'approche destructrice n'était pas quelque chose qu'il imaginait se produire. À la suite de l'attaque spontanée de Ginon, les gardes Ouyang dégainent immédiatement leurs épées. Voyant comment les gardes du clan Ouyang ont dégainé leurs épées contre le premier jeune maître, les gardes du groupe de marchands Yun dégainent également leurs épées contre eux. Gignon remarque qu'en effet, ils étaient insolents d'oser dégainer leurs épées contre leur employeur, mais ajoute qu'il le considéra comme une compensation car il se sent légèrement mal d'avoir ruiné le plan de retraite d'Ouyangu. Alors qu'Ouyangu se demande ce qu'il raconte, Gignon lui raconte à quel point il est au courant du médecin qu'il a envoyé pour le tuer lorsqu'il est parti se rétablir. Il ajoute également le fait qu'il avait incité à un affrontement entre ses frères pour mettre leur père dans un état terrible. En entendant cela, Ouyangu éclate de rire, lui disant que ses accusations sont fausses, mais Gignon ne l'entend pas de cette oreille. Il s'approche de lui et lui dit que le médecin même qu'il avait ordonné de tuer a fini par mourir de sa main à la place. Il poursuit ensuite en racontant comment il l'avait éliminé en un seul coup, remarquant comment le visage d'Ouyangu change. Pourtant, il ne s'arrête pas là. Gignon continue de lui dire qu'il aurait dû travailler plus dur s'il voulait vraiment dévorer le groupe de marchands. Agacé, Ouyang qui tombe dans le piège de la rage et charge Gignon avec une attaque puissante. Gignon, qui attendait ce moment avec impatience, riposte et bloque facilement l'attaque au choc de tous. Gignon le taquine, lui demandant s'il est même acceptable pour Ouyang de l'attaquer, lui qui vient de finir de se rétablir. Il profite ensuite de l'occasion pour le défier à un duel officiel. Comme prévu, Ouyang mord à l'hameçon et accepte le défi. Mais Gignon ne s'arrête pas là. Il déclare qu'au lieu d'un simple duel,
il propose un combat à mort. Wu Yanggo salue son audace et reconnaît ses compétences, mais remarque qu'il manque encore d'expérience alors qu'il se jette sur lui avec une attaque mortelle. Ginéon est insulté par ses propos, alors il esquive facilement son attaque et le frappe à travers la pièce, lui disant qu'il est bien trop arrogant pour lui donner des leçons sur l'expérience. Il se concentre ensuite et décide de montrer au capitaine arrogant un peu de sa véritable puissance. Ginéon utilise son art de la mobilité illuminée, combiné à des attaques de foudre, pour se précipiter sur Wu Yanggo. Wu Yanggo parvient à bloquer l'attaque, mais Ginéon continue de l'attaquer avec des coups plus puissants. Il est alors forcé d'admettre qu'il ne bouge pas comme un novice, mais comme un maître martial chevronné. Toujours déterminé à ne pas perdre, Wu Yanggo décide d'utiliser son atout, un art de l'épée à 3 formes, connu pour achever tous ses adversaires en un seul coup. Il charge Jin Yan avec l'attaque, mais Jin Yan l'évite facilement et utilise sa foulée rapide pour en finir, envoyant Wu Yanggo s'écraser à travers les murs et le tuant instantanément. Le reste des gardes du clan Wu Yang se précipitent pour ramasser le corps sans vie de leur maître, sous le choc. Ils témoignent qu'en effet, le duel n'a pas connu d'irrégularité, mais affirment que si le clan Wu Yang continue d'exiger une vengeance par le biais de duels, le groupe de marchands n'aura aucun moyen de les éviter. À leur grande surprise, Gignon est d'accord, déclarant qu'il n'a jamais eu l'intention de les éviter en premier lieu. Cependant, il déclare que toute rancune que le clan entier pourrait avoir contre lui sera traitée personnellement par lui et non par le groupe de marchands. Huaxian essaie de mettre en garde son frère contre les risques que sa déclaration pourrait poser, mais Ginon a pris sa décision. Il renvoie tout le clan Wu Yang sur le champ et les renvoie. Quand ils partent, Usopp applaudit le jeune maître pour son courage, mais les autres gardes le mettent immédiatement en garde. Il déclare qu'au lieu de célébrer, il devrait avoir honte car aucun d'entre eux dans l'escouade de garde n'a été assez audacieux pour prendre position contre les oppresseurs pendant tout ce temps. Après cela, Gignon ordonne à Huayan de lui acheter un élixir car même s'il a déclaré qu'il allait assumer la responsabilité, il a toujours besoin de soutien. Huayan accepte immédiatement. Jinyan déclare ensuite qu'il a déjà réfléchi au remplacement de l'escouade de garde d'Ouyang. Pendant ce temps, dans une cabane lointaine, la nouvelle des mouvements rapides de Jinyan est rapportée à un jeune homme d'apparence puissante. Il y a quelques jours, le premier jour de l'entrée de Li Jignon dans le groupe de marchands Yuna, il a remarqué que le capitaine adjoint n'avait pas mangé et travaillait depuis l'aube. Contrairement à certains autres gardes qui se relâchaient pendant les heures de travail, il a donc décidé de les remplacer par un groupe de personnes en particulier. Quelques jours plus tard, Gignon se rend dans la maison de jeux populaire de la ville, et les habitués qui le connaissent comme un faible sont choqués de le voir de retour après ne pas l'avoir visité depuis longtemps. Cette fois-ci, il regarde avec excitation, espérant voir combien d'argent il va gaspiller. Gignon se dirige vers la salle VIP et dit brutalement à l'un des gardes qui le méprise de ne pas le toucher. Dès qu'il entre dans la pièce, il voit CHUL Nungo avec 2 frères nommés Yuk Jinbo et Yuk Mingbo qui l'attendent. CHUL réprimande ses gardes pour ne pas avoir bien accueilli Gignon, et il appelle Jin son ami dont il devrait se soucier davantage. Jin, de son côté, admet intérieurement qu'ils étaient des amis d'enfance même s'il était constamment intimidé et exploité financièrement. Soit ils n'étaient pas amis, soit la définition même signifie quelque chose d'autre pour CHUL. Scholl en vient directement au fait en demandant à Jin si cela lui démange de jouer après tout. Sa mauvaise santé l'empêchait de le faire. En réalité, c'était Scholl qui avait envie car il n'avait personne à malmener et à pomper de l'argent. Actuellement, Scholl parle de le célébrer, mais Jin le regarde silencieusement. Énervé, Scholl lui demande ce qu'il a en tête, et Jin lui dit qu'il a réfléchi. Au fond de lui, il se demande s'il doit laisser Scholl vivre ou non. Ce qui inquiète le plus Jin, ce sont les gardes de Scholl qu'il juge trop bons pour pourrir sous Scholl. Sur ce, il se décide et demande à CHUL de lui donner la clé de la voûte. Confus, CHUL lui demande de quoi il parle et s'il a besoin d'argent. Jin explique alors qu'il prendra de l'argent pour le moment, et il est prêt à récupérer l'énorme somme d'argent qu'il a été forcé d'investir dans la salle de jeu. De plus, il aimerait récupérer l'argent extorqué et ses frais de traitement médical encourus lorsqu'il a été roué de coups par CHUL. Jin fait l'estimation et arrive à 100 000 pièces de nayan. Après l'avoir écouté, CHUL éclate de rire, disant que Jin a appris un peu d'arithmétique pendant sa convalescence. Il traite Jin de fou en disant que la voûte contient plus que les frais qu'il a demandé, et il ne peut pas lui donner la clé. Il pointe la voûte et dit à Jin qu'il n'y a rien pour lui là-dedans. Scholl continue son discours, disant que Jin aurait dû simplement lui demander de lui prêter de l'argent. Mais après avoir vu Jin l'ignorer une fois de plus, il se fâche et lui crie de se ressaisir. Il essaie d'intimider Jin, mais après avoir remarqué que ce dernier ne réagit pas, il ordonne à ses gardes d'immobiliser Jin au sol et de le rouer de coups. L'un d'eux attrape Jin comme indiqué, mais réalise immédiatement que quelque chose ne va pas. Jin parle enfin à CHUL en disant qu'il s'est donné du mal pour lui montrer de la gentillesse. D'un seul mouvement, il attrape le garde et l'envoie s'écraser dans une porte voisine. L'autre se précipite pour frapper, mais Jin esquive et le frappe au pied, lui brisant la cheville au passage. Il regarde les hommes et, à sa grande surprise, il les voit se relever et les qualifie de vrais pros. Malgré la douleur que ressentent ses gardes après s'être fait casser les articulations,
Il se précipite sur lui pour lui porter un coup, mais il disparaît instantanément et apparaît juste derrière eux. Jin tient ensuite les jumeaux et claque leur tête ensemble en leur disant de rester où ils sont, et il ne les avertira pas 2 fois. Les hommes s'effondrent sur le sol, et il sourit à CHUL en disant qu'il est le seul qui reste. CHUL commence à transpirer à grosses gouttes après avoir réalisé qu'il s'est attaqué à la mauvaise personne. Jin applaudit en s'approchant lentement de CHUL. CHUL, de son côté, se plaint car Jin n'a pas mentionné plus tôt qu'il avait appris les arts martiaux pendant sa convalescence. Jin s'amuse en regardant CHUL agir différemment de son comportement arrogant habituel. Soudain, le tyran sort un couteau tout en essayant de gagner de la distance entre eux. Il crie ensuite à Jin de ne pas s'approcher et lui demande de discuter des choses. À ce moment-là, CHUL a un changement d'avis car il se souvient que Jin était un faible, alors il rassemble son courage et se précipite sur lui avec le couteau en criant que le premier coup gagne. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, une table s'écrase sur son visage, et Jin la brise en morceaux avant de lui attraper les cheveux. Sur ce, il dit à CHUL que le deuxième coup gagne et le frappe avec une énorme quantité de haute tension que les gardes à l'extérieur craignent. De retour à l'intérieur, Jin laisse tomber le tyran sur le sol, puis lui dit de se ressaisir. CHUL, qui a du mal à reprendre son souffle, se demande quel genre d'entraînement Jin a suivi pendant sa convalescence et se demande même si Jin a simplement simulé sa maladie pour avoir du temps seul pour s'entraîner secrètement. Son esprit passe par beaucoup de choses, et il espère que Jin ne s'est pas entraîné uniquement par vengeance. Comme CHUL n'est pas une personne très brillante, il en conclut que ce doit être ce dernier, alors il fait des courbettes et essaie d'agir chaleureusement et amicalement envers Jin. Il demande à Jin s'il a besoin de quelque chose d'autre que la clé de la voûte et propose de l'aider en affirmant qu'ils sont amis depuis qu'ils sont enfants, et qu'ils ont toujours partagé un lien spécial. Jin décide alors de jouer le jeu en admettant qu'ils étaient amis, et CHUL l'embrasse rapidement, jurant de ne plus jamais le frapper ou le racketter. CHUL dit même qu'ils sont frères et dit même aux jumeaux de traiter Jin avec respect et de le féliciter pour son nouveau look. Ils font ce qu'on leur dit, et CHUL se moque secrètement de Jin, le traitant d'idiot qui remue la queue devant quiconque agit comme son ami. Il prévoit de s'échapper avec les jumeaux une fois qu'il aura trompé Jin, croyant qu'il peut facilement recommencer avec eux à ses côtés. À sa grande surprise, Jin s'adresse aux jumeaux et leur dit qu'une fois qu'ils appellent quelqu'un leur frère juré, c'est pour la vie. Il regarde CHUL pour obtenir une confirmation, et CHUL est d'accord, disant qu'ils sont tous frères. Après avoir obtenu leur confirmation, il jure de servir Jin également. Les choses se déroulant selon le plan de Jin, il dit aux jumeaux qu'ils doivent choisir le frère aîné parmi tous ceux qui se trouvent dans la pièce, alors il leur dit d'attendre dehors pendant que lui et CHUL décident. CHUL se rend compte que les choses déraillent, et il regarde les jumeaux le laisser seul avec Jin. Jin lui dit alors qu'ils doivent décider rapidement, et c'est là que CHUL réalise que Jin n'en a jamais eu après l'argent du coffre. Jin confirme ses soupçons en disant qu'il va diriger les frères et les former correctement à partir de ce moment. CHUL, de son côté, qui sait qu'il est fini sans les jumeaux, dit à Jin de prendre tout son argent à la place. Il se plaint de la façon dont Jin est revenu soudainement, l'a corrigé, et veut maintenant prendre sa source de protection. Il crie à Jin de le supprimer, car il ne sert à rien de vivre sans les jumeaux. Jin décide alors de lui donner une leçon en distribuant des coups. Jin le frappe à coups de poing, ce qui fait réaliser à CHUL qu'il est proche de la mort. CHUL marmonne à voix basse à Jin de l'achever. Mais quand Jin lève son poing une fois de plus, CHUL lui crie de ne pas le tuer et promet de lui donner la clé. Jin lui demande alors si c'est comme ça qu'on mendie pour sa vie, mais CHUL pose une question en guise de réponse. Alors Jin l'envoie voler hors de la pièce avec un coup de pied circulaire. Les jumeaux le voient et apprennent qu'il a perdu. Cho leur dit alors que dorénavant, ils doivent servir Jin comme leur grand frère. Il se sent si gêné et note qu'ils sont mieux avec Jin qu'avec lui dans un tripot. Ça le blesse juste parce qu'il s'est attaché à eux tout ce temps. Les hommes l'apprécient pour tout, et il lève les yeux, surpris qu'ils ne se soient pas disputés. Après un moment, Chol se lève pour quitter le tripot, mais il rencontre beaucoup de gens qui le regardent méchamment. Maintenant qu'ils ont réalisé qu'il ne se promène pas avec les jumeaux, ils l'entourent, croyant pouvoir l'affronter. CHUL leur crie dessus, déclarant son nom et leur disant de venir à lui s'ils ont du cran. Immédiatement, les hommes se précipitent sur lui pour l'attaquer. À ce moment-là, il réalise qu'il va mourir grâce à Gignon qu'il a rossé plus tôt. À sa grande surprise, un poing vole devant lui et assomme tout le monde. CHUL regarde devant lui et voit Jin debout devant lui et traitant la foule de lâches pour avoir choisi d'attaquer CHUL maintenant qu'il est sans défense. Il dit à tout le monde de venir à lui s'ils veulent atteindre CHUL. Pendant qu'il y est, il ordonne à ses nouveaux frères jurés de prendre tous les objets de valeur dans le repère, puis s'en va avec eux. CHUL ne peut que regarder, humilié, celui qui l'a tabassé le défend également contre ceux qui le détestent. Il se lève ensuite et sort en bégayant. Plus tard dans la journée, les jumeaux suivent Jin hors du tripot et le remercient d'avoir épargné CHUL. Il les regarde sans dire un mot et se demande pourquoi ils ont suivi le perdant à l'époque. D'après les rumeurs, ils croyaient qu'ils avaient été vendus comme esclaves ou qu'ils avaient suivi CHUL par peur, alors qu'en réalité,
ce n'était rien de tout cela. Jin sourit en notant que la lecture du cœur des gens est toujours difficile, même si c'est sa deuxième vie. Pendant ce temps, quelqu'un qui espionne les humains a du mal à croire que le bon a rien qu'il connaissait a changé. Les jours passent, et Jian se plaint qu'il n'y a pas eu de paix chez les voleurs depuis que Jin est arrivé. Il se souvient que Jin est rentré à la maison il y a quelques jours avec une énorme somme d'argent et 2 grands gaillards. Tout en déclarant son aversion pour son frère aîné, une charrette s'arrête soudainement, et Huayan examine les marchandises à l'intérieur tout en ordonnant aux serviteurs de les transporter correctement à l'intérieur. Ja se précipite à ses côtés et lui demande ce que sont les marchandises. En apprenant qu'il s'agit d'élixirs rares, il s'enthousiasme et demande qui les aurait commandés. À sa grande surprise, son père lui dit qu'il les a commandés. Ils sont choqués de voir le vieil homme dehors, alors ils le mettent en garde en raison de sa santé. Mais il leur dit de ne pas s'inquiéter, et qu'il va mieux. Joe demande alors au chef de la maison ce qu'il va faire de tous les élixirs. Il se souvient que Jin n'en a demandé qu'un seul. Alors maintenant qu'ils en ont des tonnes, il se demande s'il va mettre la main dessus. Malheureusement pour lui, le vieil homme lui dit qu'ils sont tous pour Jin. Jin se fâche et devient jaloux et confronte son père à ce sujet, mais l'homme lui dit qu'un seul ne suffira pas à changer leur destin. De plus, c'est très peu comparé à la somme qu'ils ont dépensée pour la famille Go et leur secte immortelle inférieure. Ce qui a rendu l'achat fructueux, c'est que le vieil homme avait envoyé des lettres aux autres chefs de famille de marchands leur racontant le dilemme de sa famille et à quel point il avait besoin de l'élixir. Cela les a incités à coopérer avec lui et à lui procurer des élixirs de haute qualité. Il admet son énorme erreur d'avoir fait venir Guiyanwu, alors il prévoit de se rattraper. Le capitaine adjoint félicite le papy, et ils parlent tous de la façon dont Jin a été incroyable dans son combat contre Guiyanwu. Avec un visage impassible, le vieil homme dit à ses fils que c'est une très belle occasion pour lui de dépenser tout l'argent qu'il a économisé toute sa vie. Confus, Jayan le regarde comme si le vieil homme était devenu sénile. Il s'en prend ensuite au papy en lui demandant ce qu'il en est de son propre élixir, mais son père a l'air perplexe et demande à Ja s'il en a besoin d'un. Après la réunion, Jayan extériorise sa frustration sur le terrain d'entraînement. Il se plaint d'entendre le nom de Jin partout et se demande pourquoi il ne reçoit pas d'élixir. Tout en balançant son épée en bois, il se demande quel genre de rencontre miraculeuse Jin a eu. En parlant du diable, ceux qui, comme mentionné précédemment, attachent ses pieds à un rocher géant dépassent Ja à une vitesse incroyable tout en disant qu'il sort se promener. Ja regarde avec émerveillement Jin courir si vite avec une charge aussi lourde attachée à lui. Ja s'effondre alors sur le sol après s'être entraîné pendant longtemps. Il imite alors la technique de la charge finale de Guiyanwu et réduit la distance entre lui et la cible et reproduit l'uppercut que Jin a donné à l'ancien capitaine. Tout en se souvenant de la façon dont cela s'est produit, Ja dit que le mouvement ne ressemble pas à celui de Jin. Soudain, Jin l'appelle en lui demandant ce qu'il a fait, et il sursaute. Jian se recroqueville de peur tout en demandant à Jin pourquoi il est là et pas en train de se promener comme il l'avait dit. Jin lui dit qu'il a terminé ses répétitions, et il tend à Ja l'épée en bois avant de lui dire d'essayer de reproduire la technique de Yang Q une fois de plus. Embarrassé d'être observé, Ja ramasse l'épée et brise la cible avec l'attaque de poussée. Il s'émerveille intérieurement, mais son frère qualifie le mouvement de coup de couteau bâclé. Énervé, Ja se retourne pour répondre à Jin, mais il voit un poing venir vers lui, alors il bloque instinctivement le coup de poing avec l'épée. Jin lui dit alors qu'il a baissé sa garde. Tout en racontant comment il a pu vaincre Yanggu, il frappe Ja une fois de plus et lui dit qu'il est passé en défense après avoir vu qu'il avait réduit la distance entre eux. Alors que Ja esquive l'attaque, il dit à Jin de faire une pause. Il saisit alors son épée et charge droit sur son grand frère avec toute sa détermination. Mais à sa grande surprise, Jin disparaît de sa vision. Il entend alors la voix de Jin juste derrière lui dire que lorsque les gens sont dos au mur, ils ont tendance à sortir leur meilleur atout. Jin, qui prend déjà une position pour lancer un uppercut sérieux avec son poing gauche, arrête son attaque à quelques centimètres sous le menton de Jian. Le frère cadet tremble en réalisant qu'il a failli mourir. Jin lui dit alors que le coup de couteau a un taux de réussite plus faible que le coup de sabre, et que le mouvement de Yanggu était une technique de fin en un seul coup, dont il devait se méfier. Tout ce que Jin a fait à l'époque, c'est bouger plus vite que l'attaque, et le résultat a été décidé. Il rend l'épée à Jayan et note que son ancien moi ne donnerait même pas à Yanggu le temps de dégainer son épée, contrairement à son corps actuel, qui n'a pas la moitié de la force pour se battre comme à son apogée, ce qui signifie qu'il ne devrait même pas se contenter de vaincre quelqu'un comme Yanggu. Malgré sa force dans sa vie passée, il n'a toujours pas réussi à surpasser certaines personnes. Alors maintenant, il jure de devenir plus fort qu'avant. Alors que Jin rumine et prend une expression sérieuse, un de ses serviteurs se présente pour l'informer qu'il a de la visite. Avant de partir, il tape sur la tête de son petit frère, puis réalise qui sont les visiteurs. À l'extérieur de la salle d'attente, Guo-ng, qui avait repéré Jin quittant le tripot plus tôt, dit à Jujar Yang et Simaguk qu'il avait vu Jin quand il était ivre. Ils ont refusé de le croire, alors ils entrent dans la pièce, et à leur grande surprise, ils voient 2 énormes gardes et Jin qui a l'air d'avoir pris des stéroïdes. Ils ferment immédiatement la porte, criant aux serviteurs de confirmer si ce qu'ils ont vu est bien réel.
Ils ont du mal à comprendre ce qu'ils viennent de voir car ils se sont toujours souvenus de Jin comme d'une brindille. Soudain, la porte s'ouvre et ils paniquent en voyant Jin de près. Il ordonne ensuite aux serviteurs d'emmener les jumeaux à la salle à manger et de leur donner de grands plats. Après le départ des énormes hommes, Jin appelle ses visiteurs, leur demandant et leur faisant signe d'entrer. Les hommes effrayés se retournent et supplient intérieurement quelqu'un de les sauver. Les 3 hommes qui ont des habitudes dont on ne devrait pas être fier rencontrent Jinyan, le 4e membre de leur groupe, pour confirmer que leur ami influençable est revenu. Pendant qu'ils dînent ensemble, Jin grimace intérieurement car certains des souvenirs qu'il a passés avec les bas instincts lui reviennent en tête. Sans perdre de temps, ses soi-disant amis l'interrogent, confirmant qu'il va bien. Il le toise, notant qu'il s'est essayé aux arts martiaux. Curieux, il lui demande qui lui a enseigné cela puisqu'ils ont entendu la rumeur selon laquelle il l'avait utilisé pour battre Guilloumu. Jin leur répond qu'il a eu de la chance dans son combat avec l'ancien capitaine, et les voyous n'ont pas insisté. Jin leur dit que l'homme qu'ils ont connu est mort, mais ils le regardent comme s'il était fou. L'un d'eux lui demande ensuite quels sont ses projets, alors il leur dit qu'il veut rembourser beaucoup de dettes liées à son sexe, ce qui signifie qu'il aidera le groupe de marchands tout en se préparant à cela. Il regarde sévèrement ses amis et leur dit qu'il ne s'intéresse à rien d'autre qu'à devenir plus fort. Confus, ils se regardent sans dire un mot avant de murmurer s'ils sont à la mauvaise maison ou si Jin a quelques vices de desserré. Guk se souvient de sa dernière rencontre avec Jin à l'époque où ce dernier était malade. Jin avait dit à Guk qu'il avait été exilé ailleurs pour se rétablir. Guk a essayé de le réconforter en lui disant de profiter de ce temps pour se rétablir et changer. Retour au présent, Guk le félicite et leur dit qu'il devrait fêter ça. Gukong, en revanche, se plaint, souhaitant avoir kidnappé Jin avant l'exil. Les autres se disputent avec lui pour ne pas s'être présentés à leur plan à l'époque. Pendant qu'ils se disputent, Jin sourit en réalisant qu'avant sa réincarnation, l'ancien Jin avait de vrais amis. À leur grande surprise, il leur verse des boissons, disant qu'il a changé. Il leur demande ensuite si c'est leur cas, mais ils le repoussent, disant qu'ils ne sont pas du genre à changer facilement. Sur ce, ils trinquent tous et boivent de l'alcool. Une chose leur traverse l'esprit, et c'est la réalisation que l'un d'entre eux, qu'ils pensaient serait toujours comme eux, est finalement sorti du puits où ils sont coincés. Plus tard dans la nuit, ils lui font leurs adieux, l'encourageant à s'entraîner plus dur. Alors qu'il quitte sa maison, ils se sentent seuls maintenant que le pire d'entre eux a progressé. Plutôt que de rentrer chez eux, les 3 stouches choisissent de passer par la maison aux douces odeurs pour continuer à boire. Là, le chef de secte de la petite divinité, Yom Jizan, se met en colère après avoir appris la nouvelle de la mort d'Ouyangu. L'homme apprend comment l'un des fils marchands d'Eno a facilement achevé le fort capitaine. Le garde qui lui rapporte l'affaire lui dit que Jin n'a utilisé que ses poings pour achever le capitaine. Jizan traite Oyeon de honte pour avoir été un épéiste qui a perdu contre quelqu'un avec des poings. Le journaliste demande vengeance, mais Jizan lui dit qu'ils ne peuvent pas. Après tout, c'était un duel équitable. Agacé, le garde lui demande s'il n'était pas ami avec le défunt Ouyang et essaie de le provoquer. Malheureusement, Jizan lui tranche la tête avec une épée. Il regarde ensuite le soldat mort et lui demande qui se lie d'amitié avec un cadavre. Il retourne à son siège et ordonne à ses hommes de sortir le cadavre de sa chambre. Quant à Seran, sa compagne qui a eu peur et a été aspergée du sang du soldat, Jizan s'excuse auprès d'elle pour l'avoir effrayée, puis l'emmène à l'intérieur. En chemin, il apprend que le groupe de marchands Yuna refuse de payer des impôts. Cependant, bien qu'on lui ait dit qu'il prévoyait de les combattre, Jizan dit à ses hommes qu'ils ne sont pas des gangsters. Par coïncidence, les amis de Jinyon entrent dans la secte de la divinité pour boire du vin. Guk, qui est encore sobre, surprend Jizan en train de dire qu'il veut l'argent du groupe de marchands Enya et qu'il se demande combien Jin vaudrait. Rapidement, Guk retourne chez Jin pour l'informer de ce qu'il a entendu. Jin, en revanche, agit comme s'il s'en fichait, alors Guk lui dit à quel point la question est grave. Jin évalue logiquement la situation après avoir appris que Jizan et ses hommes sont à leur base. Il emmène ensuite Guk à l'entrepôt des gardes. Là, il s'habille et lance à Guk une cape, disant qu'il devrait le conduire à la base de la petite secte de la divinité, et qu'ils doivent revenir juste à temps pour le petit déjeuner. Choqué, Guk lui dit qu'ils ne peuvent pas faire toute l'armée, et il essaie logiquement de dissuader Jinyon de le faire. Malheureusement, la logique ne fonctionne pas avec Jin, et il dit à Guk qu'ils vont se déplacer rapidement, et qu'ils devraient montrer le chemin. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à la base de la divinité sexuelle et regardent le nombre incalculable de gardes qui y sont stationnés. Après s'être faufilé à l'intérieur, Guk dit à Jin qu'il n'est qu'un bagage et qu'il ne peut pas l'aider au combat. Jin le remercie et lui dit que son travail est terminé, et Guk se fâche contre lui pour l'avoir traité comme un guide. Pourtant, il demande à Jin s'il a des plans pour entrer à l'intérieur puisque l'endroit est grouillant de gardes, mais Jin donne simplement un coup de pied violent dans la porte devant lui et dit qu'il fera les choses comme il l'a fait dans sa vie passée. Dans la vie passée de Jin, il avait gardé une série de ne jamais reculer devant un combat dès son enfance. Étant un enfant turbulent, il avait traversé d'innombrables combats, tant lorsqu'il était encore à l'orphelinat que lorsqu'il a commencé à se faire un nom dans le monde des arts martiaux. Détruire la base de la secte de la divinité donne à Jin une sorte de dopamine dont il est privé depuis longtemps.
Quand il fait irruption, il demande aux gardes où est le chef de la secte, mais ils essaient de l'appréhender. Voyant qu'il n'a plus le choix, il saisit l'un d'eux par la gorge et en fait un exemple pour le reste des gardes. Une agitation s'ensuit, attirant l'attention de Gisant et le faisant sortir de sa chambre. Remarquant l'étrange homme masqué qui se trouve être au centre de l'agitation, il demande qui il est. Jin répond qu'il est un assassin et demande en retour si c'est lui le chef de la secte. Gisant confirme ses soupçons mais se demande quel genre d'assassin entre par la porte d'entrée. En regardant ses mains, Gisant remarque à quel point elles sont effrontées, alors il se méfie. Se basant sur les rumeurs qu'il a entendues au sujet du talentueux premier fils du groupe de marchands Una, il demande si le jeune homme se trouve être Li Jignon par hasard. Surpris de son intuition, Jin se demande pourquoi il s'est donné la peine de se déguiser en premier lieu. Gisant ordonne immédiatement à ses hommes de maîtriser Jin, alors Jin est obligé de reculer de quelques pas pour se regrouper en raison de leur nombre. Il a des sentiments nostalgiques de son passé en tant que roi des poings, remarquant que bien qu'il soit loin d'être aussi fort qu'il l'était dans sa vie passée, il va quand même s'amuser à solo les OPS. Pendant que les gardes se précipitent sur lui de toute leur force, Jin prend son temps pour esquiver leurs attaques et les abattre facilement avec seulement quelques attaques moyennes. Les gardes commencent finalement à paniquer, se demandant quel genre de monstre Jin doit être pour pouvoir les solo facilement avec ses poings nus. Tout en abattant les gardes, Gisant tire une flèche silencieuse sur Jin avec son arc modifié. En raison de la distraction du combat, Jin ne le remarque pas assez tôt, mais il parvient à peine à l'esquiver car la flèche lui effleure la joue. Gisant déclare qu'il n'aime pas montrer ses armes, mais il fera une exception pour Jin. Tout d'un coup, deux des hommes de Gisant maintiennent les jambes de Jin, conscients qu'il pourrait mourir, mais déterminés à l'arrêter. Quand Jin réalise ce qui se passe, certains des hommes de Gisant commencent à tirer des flèches directement sur lui. Ses jambes étant maintenant liées au sol, l'option d'éviter les flèches est hors de question. À ce moment, Guk appelle Jin depuis la touche et lui lance un poignard. Jin l'attrape immédiatement et l'utilise pour créer une vague d'éclairs qui dévie toutes les flèches en une frappe. Il fait un signe de tête à Guk, puis se dirige vers Gisant en un éclair. Il lance le poignard à toute vitesse, ce qui le fait à peine effleurer son cou. Il déclare ensuite que normalement il n'utilise pas de lame, mais il a décidé de faire une exception juste pour lui. Gisant hurle à ses hommes restants d'attaquer Jin, mais ils sont tous trop figés pour bouger. Alors que Jin confronte Gisant et tente de porter le coup de grâce, Gisant se protège avec une jeune femme qu'il avait emmenée de force dans ses appartements plus tôt. Jin est alors forcé de dévier l'attaque pour protéger la femme. Après l'avoir sauvée de sa main, Jin ordonne à la femme de reculer pendant qu'il avance lentement vers Gisant. Gisant, maintenant dans un état pitoyable, rampe sur le sol en implorant pour sa vie. Il promet à Jin qu'il a beaucoup d'argent, offrant de tout lui donner, mais Jin n'est intéressé par rien de ce qu'il a à offrir. En fait, il est encore plus agacé par le fait que Gisant pense qu'il peut facilement attribuer un prix au coût d'une vie. Il le jette au sol et enfonce sa main dans son cœur, le tuant instantanément. Au lendemain de la bataille, alors que Jin et Guk quittent les lieux avec la jeune femme le lendemain matin, Guk se porte volontaire pour l'escorter car ils vont dans la même direction. Jin, qui se trouve aller dans la direction opposée, accepte et part immédiatement. Quand il part, la dame identifie Guk même avec son déguisement et exprime sa gratitude. Elle promet de lui servir une bouteille de vin de riz de première qualité la prochaine fois qu'il passera par le doux parfum, mais il lui dit qu'il n'y aura pas besoin car ce n'est pas lui qui l'a sauvé en premier lieu. Il ajoute également qu'il ne s'arrêtera plus dans les quartiers de plaisir car il travaille également à devenir une personne changée. Quand Jin rentre chez lui, on lui sert un petit déjeuner exquis avec les jumeaux qui se demandent s'il est normal qu'ils soient traités aussi bien. Jin leur dit qu'ils peuvent manger autant qu'ils veulent maintenant et qu'ils n'ont plus à se retenir. Pendant qu'ils mangent, Jin ne peut s'empêcher de repenser à la façon dont il était devenu négligent pendant son combat la nuit précédente. Il se dit que s'il veut vraiment protéger le groupe de marchands et s'opposer aux utilisateurs de magie inconnus, il va devoir devenir beaucoup plus fort. Mais s'entraîner seul ne suffit pas à lui donner le genre de force qu'il recherche. Un des serviteurs interrompt sa profonde réflexion, lui tendant des paquets qui ont été livrés à la base pour lui. Sur une des boîtes, Jin trouve une note de Goum l'informant qu'il s'était arrêté dans une taverne après leur précédente rencontre et n'avait pris qu'un verre. Bien que cela ne semble pas être un gros problème, mais compte tenu de son statut précédent d'alcoolique chronique, c'est beaucoup de progrès. Goum indique plus loin dans la note que le père de Jin lui avait demandé de déposer un paquet pour lui la veille, mais il a oublié de le remettre. En ouvrant la boîte, Jin voit des racines de sentinelle qui semblent avoir vieilli pendant au moins 400 ou 500 ans. Les racines de sentinelle sont des élixirs spéciaux qui aident à modifier les capacités de l'utilisateur. Jin a l'intention de l'utiliser pour élever son art de la phase 10 de la foudre blanche au 5e niveau. Sur l'autre boîte, il trouve une note de Lee Seong-min, le chef de Theo Trading Company, l'une des entreprises les plus riches de toutes les plaines centrales. Apparemment, le père de Jin avait demandé une faveur à Seong-min. Et en raison de la confiance cordiale que les deux agences ont construite au fil des ans, il a répondu immédiatement. Quand Jin ouvre la boîte, il est époustouflé de voir une potion de lait de pierre de ville pure. La potion consiste en une combinaison d'élixirs dont les artistes martiaux ne peuvent que rêver.
C'est si rare que les seules choses qui pourraient se comparer sont le fruit spirituel millénaire, la fleur d'élixir de lune et le ginseng des neiges de 10 000 ans, qui sont tous presque impossibles à obtenir. Le lait de pierre de ville pur est si rare que même dans la vie passée de Jin, il n'en a jamais eu que quelques gouttes. Il donne aux jumeaux un morceau de racine centenaire, leur demandant de l'utiliser à bon escient. Il leur ordonne ensuite de garder sa chambre car il a l'intention de s'enfermer et de faire circuler son QI. Les jumeaux l'informent ensuite que Huayan avait également empilé des tonnes d'élixir pour lui avant son arrivée, ce qui amène Jin à conclure que l'argent est effectivement une bonne chose. Environ 2 heures plus tard, Jin soumet son corps à un entraînement rigoureux de circulation du chi après avoir consommé des racines centenaires. En raison du niveau d'entraînement et de son corps actuel, il ressent une sorte de chaleur qui se développe en lui. Heureusement, il avait pris les bonnes mesures pour renforcer son corps avant l'entraînement, sinon son corps fondrait sous la chaleur. Même avec son corps renforcé, Jin essaie de supprimer la chaleur. Mais plus il essaie, plus elle fait rage. Il décide alors de la pousser plus loin, ce qui provoque une montée d'énergie dans sa chambre. À la fin de la procédure, Jin confirme qu'il a maintenant atteint la 5e étape de la foudre. Ensuite, il consomme la potion de lait de pierre pour poursuivre son entraînement malgré le risque qu'elle représente. Absorber la potion équivaut à mélanger de l'eau avec du sable, à la mouler en un bol, puis à la jeter dans un four. Le bol est presque assuré de se fissurer dans le processus, mais s'il parvient à l'endurer, il deviendra plus fort que jamais. Jin se retrouve immédiatement dans le plan d'énergie spirituelle de la potion de lait de pierre, alors il décide de tout donner. 7 jours plus tard, Huayan s'inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles de son frère depuis qu'il a commencé la circulation d'énergie une semaine plus tôt, alors il se dirige vers ses appartements. En arrivant là-bas, il est bloqué par les jumeaux qui déclarent qu'ils ont des ordres stricts de ne laisser entrer personne. Soudain, une explosion se produit dans la chambre de Jin alors qu'il sort lentement, mais quelque chose semble différent chez lui. Ses yeux brillent maintenant avec des veines visibles qui sortent de son corps. Huayan l'assimile immédiatement à un écart de QI, alors lui et les jumeaux se dirigent immédiatement vers Jin pour le réprimander avant que quelque chose de dangereux ne se produise. Alors que Huayan et les jumeaux essaient de le retenir, Jin se lève nonchalamment et s'en va. Il lui demande où il va, mais Jin répond simplement qu'il fait chaud et qu'il va quelque part pour se rafraîchir un peu. Quand il part, Huayan se demande comment son frère peut avoir chaud par un jour aussi clair. Il sait que quelque chose ne va pas, mais ne veut pas s'immiscer, alors il laisse son frère tranquille. Pendant ce temps, Jin, qui est dans un état terrible à cause de la fusion, saute sur les toits de la rue comme un ninja. Son corps non mûr, qui était incapable de s'harmoniser pleinement avec l'immense puissance, chauffe à mesure qu'il bouge. Il sait que la montée de puissance en lui est impossible à contrôler, et s'il reste dans la base plus longtemps, toute la rue se transformera en une publicité KFC. En conséquence, il fait de son mieux pour se retirer aussi loin que possible de la base afin de ne mettre personne en danger. Quand il arrive finalement dans les montagnes, Jin libère la puissance dans l'atmosphère, provoquant une vague d'éclairs massifs qui attire l'attention des gens dans la rue. En voyant la frappe, certains d'entre eux expriment leur surprise de voir l'énorme éclair frapper le sol plutôt que le ciel. Après avoir dissipé la puissance, Jin réalise que son art de la phase 10 de la foudre est passé de la 5e étape à la 8e étape. Alors que Jin rentre chez lui à travers les rues sous la pluie, les gens le regardent maladroitement en faisant des remarques à part. C'est alors qu'il réalise qu'il est toujours en pyjama. Il se dirige alors immédiatement vers un magasin pour acheter des vêtements. Après s'être habillé, il tente de payer les vêtements qu'il a achetés, mais le propriétaire du magasin refuse d'accepter le paiement. Le propriétaire du magasin explique que depuis que Jin a fait tomber le clan Ouyang et les gens de la secte de la divinité, le taux de criminalité dans les rues a chuté considérablement. Et en conséquence, il peut maintenant amener ses enfants dans son magasin en paix. Il demande à Jin de considérer cela comme sa petite façon de le rembourser. Les filles de l'homme sortent d'un secteur du magasin et tendent à Jin un parapluie à utiliser car il pleut toujours abondamment dehors. Jin l'accepte avec gratitude, dit au revoir et s'en va. En sortant, il regarde autour de lui et confirme qu'en effet, les rues sont beaucoup plus paisibles maintenant. Il n'avait jamais été du genre à se soucier de ce que deviennent les rues après un combat. Mais maintenant qu'il le remarque, ça ne semble pas si mauvais. Alors qu'il avance, il remarque une agitation au loin lorsqu'un individu se ferait un chemin à travers les gens essayant d'échapper à une bande de voyous dans les rues. Scholl voyant Jin se précipite immédiatement à ses côtés, l'utilisant comme bouclier contre les voyous. Voyant leur cible collée à Jin, les voyous se mettent en colère en se demandant qui est cet étrange individu. Pendant ce temps, dans le clan Moyan, une assemblée de l'empereur se tient, et les patriarches de l'assemblée de l'empereur y assistent. Dogo Mion, le patriarche du clan Dogo, remercie Moyan Bin d'avoir organisé la réunion. Poursuivant la réunion, Moyan Bin évoque les rumeurs qu'il a entendues à propos d'Ouyang perdant contre un marchand. Les patriarches semblent plutôt choqués car Ouyang était l'un des maîtres martiaux les plus expérimentés du clan Ouyang. Les autres patriarches soulignent que comme c'est Ouyang qui a pénétré en premier, le problème les dépasse. Pendant ce temps, Nangunwu, le chef de l'assemblée de l'empereur, qui se trouve également être l'artiste martial le plus fort du monde, se moque de lui pour avoir perdu la vie face à un marchand. Pendant ce temps,
Ouyang San, le patriarche du clan Ouyang, se fâche et décide qu'il est temps de donner une leçon à Jin pour s'être mêlé au clan Ouyang. Aux côtés de Jin, les voyous le confrontent, lui demandant de leur remettre Scholl pour qu'il ne se blesse pas en étant impliqué dans quelque chose qui ne le concerne pas forcément. Jin découvre par Scholl qu'ils sont membres de la Faucheuse Cramoisie, une alliance de voyous qui ont récemment tenté de s'emparer du centre-ville. Scholl explique brièvement que tout a commencé lorsqu'il a décidé de se lancer dans le commerce des enchères. Il est simplement allé organiser des livres au bout d'un moment, mais s'est rendu compte que les voyous les lui avaient pris. Jin se tourne vers les hommes et leur dit de revenir plus tard car ils ne sont pas d'humeur à une querelle inutile. Les voyous qui normalement le retiraient pour leur avoir parlé de cette façon ne peuvent s'empêcher de remarquer quelque chose d'étrangement oppressant chez Jin, alors ils se taisent. Tous sauf le plus jeune voyou, qui ne comprend clairement pas la situation. Il affronte Jin, déblatérant toutes sortes de conneries sur le fait qu'ils sont l'alliance la plus redoutée de tout le district à cause de leur capacité. Jin en a marre de l'entendre jacasser, alors il lui donne une pichenette sur la tête, l'envoyant s'écraser contre les murs lointains. Le reste du groupe confirme alors leurs soupçons sur le fait que Jin n'est pas une personne ordinaire. Il leur ordonne de partir immédiatement s'ils ne veulent pas partager le même sort, et les voyous partent immédiatement. Plus tard, Jin et CHUL se rendent dans une auberge pour manger. À l'auberge, CHUL, qui a manifestement été affamé pendant des jours, mange à sa faim, commandant des portions supplémentaires et même des tiers. Après un moment, CHUL demande des nouvelles des jumeaux, et Jin lui dit qu'ils vont bien. Il demande également si leur situation alimentaire n'est pas trop problématique, mais Jin lui rappelle qu'il est riche, donc ce genre de choses ne signifie rien pour lui. CHUL demande alors au hasard comment on peut apprendre les arts martiaux correctement. Quand Jin lui demande ce qu'il veut dire, il explique qu'il se demande juste au hasard s'il sera capable de vaincre le chef de la Faucheuse Cramoisie s'il apprend les arts martiaux. Jin propose de lui enseigner, et CHUL saute joyeusement sur l'idée. Jin déclare alors clairement que s'il va être le professeur de CHUL, cela signifie que CHUL devra suivre toutes les instructions qu'il donne. CHUL, ne comprenant pas la profondeur de la déclaration, y consent immédiatement. Jin lui donne alors sa première instruction, lui demandant de s'incliner devant lui en présence de toutes les personnes présentes dans l'auberge. CHUL hésite pendant un moment, affirmant à quel point ce serait embarrassant pour lui, mais finit par céder et s'incline. Il dit alors à Jin que s'il ne lui enseigne toujours rien après toute cette humiliation, il ira déféquer juste devant les portes du groupe de marchands Yuna. Jin ramasse le parapluie, qui était soigneusement placé sur le sol, et fait un swing complet avec avant de le remettre. Quand CHUL découvre que c'est tout l'entraînement pour lequel il s'est humilié, il se fâche et commence à piquer une crise. Jin le gifle avec le parapluie et lui ordonne de le ramasser d'une seule main et de pratiquer le swing qu'il vient de lui faire. Il lui dit que comme le parapluie lui a été offert en cadeau, il ne pourra le lui prêter que jusqu'à ce qu'il ait terminé l'entraînement. Il lui ordonne de pratiquer le swing 100 000 fois avec le parapluie et de le rapporter quand il aura terminé. En entendant les chiffres, CHUL panique complètement, se demandant comment diable Jin s'attend à ce qu'il pratique 100 000 swings. Jin répond simplement que s'il ne peut pas le faire, alors il n'est pas assez apte à se qualifier d'artiste martial. Il l'attrape par ses vêtements et le traite de gaspillage d'espace, expliquant que s'il s'était entraîné avec 100 000 frappes en utilisant le même parapluie plus tôt, alors il aurait été assez fort pour vaincre au moins la moitié des voyous qu'il attaquait avec juste une épée en bois. Jin lui rabaisse, le traitant de pathétique pour s'être enfui comme un rat trempé au lieu de se battre comme un vrai homme. Il ajoute que si Scholl va vivre le reste de sa vie de manière si pitoyable, alors il ferait aussi bien de mourir à la place. Plutôt que de s'offusquer, Scholl utilise les mots de Jin comme un moteur. Il emprunte le parapluie et part immédiatement avec. Alors qu'il part, Jin se demande s'il sera vraiment à la hauteur de la tâche. Il se dit alors que puisqu'il a déjà promis de s'occuper des voyous de la Faucheuse Cramoisie, il ferait aussi bien d'agir. Pendant ce temps, à la base de la Faucheuse Cramoisie, leur puissant chef est furieux du fait que ces hommes n'aient pas pu exécuter ses ordres de tuer CHUL. Il se prépare alors à affronter l'homme mystérieux qui aurait intimidé ces hommes au point qu'ils désobéissent à ses ordres. La Faucheuse Cramoisie trouve incroyable que non seulement ces hommes aient été intimidés par un seul homme, mais que ce soit un marchand. Pour leur défense, ces hommes lui parlent des rumeurs qui circulent sur Jin, le faisant passer pour plus qu'un simple marchand. Furieux, le faucheur Cramoisie décide alors qu'il doit voir Jin par lui-même pour comprendre de quoi il retourne et probablement le tuer avec CHUL. Pendant ce temps, de retour dans les quartiers de Jin, l'un des jumeaux l'informe également sur le faucheur Cramoisie. On dit que c'est un homme dont le tempérament est si terrible qu'il préfère déchiqueter ses adversaires avec ses bras nus. La rumeur veut que les chefs de nombreux clans et sectes aient perdu la vie à cause de lui, ce qui lui a permis d'absorber leur faction. En conséquence, son groupe est devenu le plus grand de toute la région du Yukon. En raison de son pouvoir et de son influence, chaque organisation de la région où il opère lui verse de l'argent dommage, et c'est ainsi que la maison de vente aux enchères de CHUL a été affectée. En entendant cela, Jin réalise que si le faucheur Cramoisie découvre son existence, tout le groupe de marchands en souffrira. Il décide donc qu'il devra y aller lui-même pour gérer les choses personnellement.
Au quartier commerçant du Yukon dans une maison de plaisir cette nuit-là, quelque chose de malheureux se produit lorsqu'une des travailleuses rapporte à l'hôtesse que le faucheur cramoisi a encore fait quelque chose de terrible. Jean arrive à la maison de plaisir à ce même moment, alors l'hôtesse décide de l'accueillir. Quand elle s'approche de lui, elle se présente, admettant que c'est la première fois qu'elle le voit dans le quartier. Elle essaie de le briefer sur leur service, mais Jean l'interrompt en lui demandant si le faucheur cramoisi est dans le bâtiment. Elle est choquée par sa demande et se demande s'il faut lui dire la vérité ou le rediriger ailleurs. Étant donné la chose terrible que le faucheur cramoisi vient de faire, elle ne ressent plus le besoin de cacher son identité, alors elle lui dit qu'il est dans le bâtiment. Jean la remercie de s'être exprimée et lui demande d'évacuer tout le monde du bâtiment pour qu'il ne soit pas pris dans ce qui va arriver. Alors qu'il avance dans l'escalier, l'hôtesse l'avertit que le faucheur cramoisi est dangereux, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter. Arrivant au 2e étage, un voyou lui demande où il pense aller, mais Jean l'ignore complètement et essaie de le dépasser. Fâché, le voyou dégaine son arme et essaie d'attaquer Jean, mais Jean le soulève du sol et l'envoie s'écraser. Le vacarme attire l'attention des autres voyous dans le bâtiment, et ils se précipitent pour l'affronter. Jean demande où est leur chef, mais les voyous chargent sur lui pour l'attaquer. Jean leur dit alors qu'il découvrira où il est après les avoir écrasés de toute façon. Alors que les voyous chargent sur lui, il leur arrache leurs armes et les utilise pour les éliminer chacun en les faisant s'écraser dans les pièces à la recherche du faucheur cramoisi. Finalement, il se fraye un chemin à travers le reste des voyous et se dirige vers le 5e étage où il trouve enfin le faucheur cramoisi. Quand le faucheur cramoisi l'identifie comme le marchand gênant, il est ravi que sa proie soit venue jusqu'à lui. Il demande à Jean si la montée n'a pas été trop stressante, mais Jean répond que piétiner sur son chemin est sa spécialité. Descendant de son lit, Jean découvre que l'homme est assez massif. Le faucheur cramoisi lui rend l'appareil, déclarant que regarder les gens de haut est sa propre spécialité. Jean remarque une femme allongée sans vie sur son lit, et le faucheur cramoisi lui dit de ne pas s'inquiéter car il n'a tout simplement pas pu contrôler sa force en essayant d'abuser d'elle. Il réalise alors à quel point le faucheur écarlate est un monstre. Voyant que le faucheur écarlate ne montre aucun remords pour ses actes, Jean se sent soulagé car il peut maintenant l'écraser sans mauvaise conscience. Il demande au géant comment il préfère être tué, et le faucheur écarlate se moque de lui, affirmant qu'il n'est pas le premier à le regarder avec des yeux aussi dégradants et qu'il ne sera certainement pas le dernier. Il décrit ensuite comment il a déchiré quiconque s'est jamais tenu devant lui à main nue. Pendant ce temps, à l'extérieur de la maison de plaisir, tous les occupants du bâtiment sont vus en train de se précipiter dehors. Même les voyous se précipitent dehors afin de ne pas être pris dans l'affrontement entre les deux hommes anormaux. Pendant que les voyous essaient de s'échapper, CHUL apparaît déguisé et élimine certains d'entre eux tout en pratiquant ses mouvements avec le parapluie. À ce stade, il a atteint 2874 mouvements, mais il est encore loin de son objectif. Pendant qu'il continue de se balancer, une explosion a lieu dans la maison de plaisir, alarmant tout le monde dans la région. Jean envoie le faucheur écarlate hors du bâtiment, s'écrasant violemment sur le sol. Maintenant entouré de ses propres hommes, le faucheur écarlate se lève, époussette son corps et utilise le slogan typique des animes, déclarant que les choses deviennent enfin intéressantes, comme s'il ne venait pas de se faire malmener par quelqu'un qui fait la moitié de sa taille. Il demande à l'un de ses hommes de lui remettre une arme, qu'il utilise pour tenter une frappe mortelle vers Jean. Comme prévu, Jean évite immédiatement l'attaque. Le faucheur écarlate change ensuite le projectile de l'arme, le faisant osciller vers Jean par derrière. Notre MC l'attrape facilement, forçant le grand gars dans un tir à la corde où il lutte sévèrement pour essayer de reprendre ses armes. Réalisant que le marchand gênant pourrait même égaler sa force physique, le faucheur écarlate change immédiatement de tactique. Lâchant l'arme, il charge immédiatement sur Jean avec l'intention d'utiliser la force de rebond pour le renverser. Le voyant charger sur lui de toutes ses forces, Jean admet que son adversaire est en effet bon dans les techniques de marteau météorique et de poing, et que la plupart ont été formés par un véritable artiste martial orthodoxe. Cependant, il est encore trop inexpérimenté pour affronter le roi du poing. Jean dévie facilement son attaque et porte un coup net à l'estomac du faucheur écarlate, le faisant crier de douleur. Déterminé à ne pas perdre, le faucheur écarlate décide de tout donner, chargeant sur Jean comme une bête sauvage, mais Jean l'attrape facilement par la gorge et le jette par-dessus, le faisant s'écraser lourdement sur le sol. Le faucheur écarlate ne peut s'empêcher de se demander quel genre de personne Jean doit être pour le maîtriser sans effort, même à son maximum. Tout en l'épinglant au sol, Jean taquine le grand gars, lui demandant ce que ça fait maintenant d'être méprisé. Il dit au faucheur écarlate qu'il ne se serait normalement pas battu si furieusement, mais vu comment il traitait les gens autour de lui comme des déchets, il le méritait. Oubliant sa place, le faucheur écarlate essaie toujours de l'ouvrir, mais Jean ne le permet pas. Il le frappe avec sa technique d'art de la foudre blanche, en commençant par la deuxième étape et en l'augmentant rapidement jusqu'à atteindre une étape où un énorme point de foudre apparaît dans le ciel au-dessus d'eux. Jean utilise ensuite l'attaque pour en finir, désintégrant tout le corps du faucheur écarlate en rien d'autre que des cendres. Le grand gars étant parti, il dirige sa rage vers la petite friture, leur demandant qui les a autorisés à commencer à collecter des impôts dans la région en premier lieu. Il les met au défi de se battre,
et les voyous sont assez stupides pour gaspiller leur vie en le chargeant. Pendant que Jin élimine le reste des voyous, les habitants de la ville se demandent qui il est. Ils font des commentaires en aparté, se demandant si l'homme étrange est venu leur apporter la libération ou s'il est simplement venu éliminer les faucheurs écarlates pour qu'ils puissent commencer à collecter les impôts maintenant. Scholl, qui entend leurs commentaires au milieu de son entraînement, s'arrête et dit aux villageois que Jin n'est pas ce genre de personne. Il ajoute que Jin est un jeune marchand qui est apparemment très riche, donc il n'a même pas besoin de leur argent pour quoi que ce soit. Scholl retourne ensuite à son entraînement, comptant à haute voix alors qu'il reprend sa balançoire du parapluie. Les villageois se demandent juste si Scholl va bien mentalement. Toute la bataille sert d'inspiration pour Scholl. Pendant qu'il regarde Jin anéantir les OPS, il décide qu'il doit devenir plus fort. Lorsque Jin rentre chez lui le lendemain matin, il rencontre Huayan dans sa chambre qui lui demande où il était. Jin mentionne avec désinvolture qu'il est sorti boire, mais les taches de sang sur son corps racontent une histoire différente. Lorsque Huayan pose des questions sur le sang, Jin détourne à nouveau la conversation, déclarant simplement que ce n'est pas son sang. Quoi remarque que les élixirs qui leur ont été offerts par les autres groupes de marchands se sont avérés vraiment efficaces, et il envisage de préparer un cadeau pour eux afin d'exprimer sa gratitude. Plus précisément, ce qui lui a causé un peu de stress, c'est de penser à ce qu'ils peuvent offrir au marchand Théo pour son cadeau inestimable. Jin mentionne qu'il ne serait pas approprié de le rembourser avec de l'argent ou des biens en raison du type de cadeau inestimable qui leur a été offert. Au lieu de cela, il suggère qu'ils forment une alliance de marchands, non seulement avec lui, mais aussi avec les autres groupes de marchands. Il remarque que certains des groupes qui leur ont fourni les élixirs manquent de leur propre force de défense, il pense donc que former une alliance et offrir une protection à tout le monde sera un remboursement suffisant. Quoi exprime son malaise face à l'idée, déclarant que c'est un plan trop vaste, mais Jin lui dit qu'ils n'ont pas à commencer en grand tout de suite. Ils peuvent plutôt inclure le groupe de marchands Tao et l'établissement d'escorte Westwind pour le moment. Eshua demande ce qu'ils sont censés faire concernant les règles et les frais d'adhésion, mais Jin lui ordonne de garder les règles simples et de s'abstenir de percevoir des frais pour le moment. Il décide également que le but de l'alliance sera de protéger la vie des marchands. Il déclare que cela aiderait également à créer un système de communication rapide entre les marchands afin que les problèmes puissent être résolus facilement. HW demande ce qu'ils feront dans une situation que les guerriers d'escorte du groupe de marchands Théo ne peuvent pas gérer. Jin, comprenant le déroulement, sait que si quelque chose comme ça arrive à un grand groupe de marchands comme Théo, alors cela signifie seulement que des groupes d'arts martiaux du monde souterrain du Jianghu sont impliqués. Il déclare que si quelque chose comme ça arrive, alors il s'impliquera personnellement. Étant donné que l'élixir qu'ils lui ont donné lui a donné une force considérable, il ne voit rien de mal à utiliser également cette force pour se battre en leur nom. Pour le nom de l'Alliance, Ua suggère de l'appeler la Grande Alliance des Marchands. Mais le mot Alliance ne résonne pas vraiment avec Jin, alors il le change en Association des Grands Marchands. Les frères sont rapidement interrompus par un garde qui rapporte que leur Yang est arrivé soudainement avec ses fils. Pendant ce temps, dans le hall principal où ils sont reçus, Yang s'en rappelle à ses fils pourquoi ils sont venus, déclarant qu'ils doivent chacun combattre Jin pour se venger de ce qu'il a fait à leur clan. Il veut que chacun gagne contre lui lors de duels équitables afin qu'ils puissent remporter 3 victoires et restaurer la fierté du nom de leur clan. 2 des 3 fils décident qu'ils vont l'affronter à main nue, mais le dernier déclare qu'il utilisera sa lame pour renforcer sa confiance au combat. Peu de temps après, les jumeaux approchent les Ouyang dans le hall, leur disant que Jin les a invités à l'annexe. Pendant qu'ils conduisent les Ouyang ne peuvent s'empêcher de se demander comment et pourquoi Jin a des serviteurs aussi grands. Lorsqu'ils arrivent à l'annexe, les Ouyang rencontrent Jin, qui les accueille comme s'ils s'attendaient à un combat. Ils le saluent immédiatement, chaque fils se présentant. Seng s'excuse de s'être présenté sans prévenir, déclarant qu'il est seulement venu pour témoigner personnellement de la force de Jin. Sentant la flatterie, Jin accepte le défi, lui demandant de dicter les règles du duel. Seng lui dit ensuite que ce sera un simple affrontement dans un ring ou quitter le ring, perdre connaissance ou devenir incapable de bouger sera considéré comme une défaite. Jin accepte les conditions, et il commence le duel immédiatement. Son premier adversaire est Ouyang Mion, le deuxième épéiste Sun. Seng sourit intérieurement, imaginant comment Jin supplierait miséricorde quand Mion sera à terre avec lui. Lorsque le signal de départ est donné, Mion ne peut s'empêcher de se débarrasser du sentiment qu'au lieu d'un fils de marchand, il a plus l'impression d'affronter un guerrier endurci dans le Jianghu. Il devient extrêmement nerveux en conséquence. Jin demande pourquoi il ne dégaine pas son épée, et Mion répond qu'il fera comme il l'entend et que ce ne sont pas les affaires de Jin. La prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il perd complètement connaissance alors que Jin l'envoie hors du ring, s'écrasant dans un sillage lointain avec un seul coup de poing. Le reste des Ouyang est alors complètement choqué, confirmant qu'ils n'ont pas affaire à une personne normale. Après avoir vaincu le premier concurrent, Jinyan lui dit qu'il aurait dû dégainer son épée. Le fils cadet entre dans l'arène avec son épée déjà dégainée. Il prévoit de ne pas se retenir et d'avoir un très bon match avec Jin. Dès qu'il commence, il prend un air sérieux et balance son épée très précisément sur Jin. Cependant, Jin évite les attaques et note que le deuxième fils est vraiment adapté à l'épée. À la surprise de l'homme,
Jin part toutes ses attaques d'épée avec le dos de sa main. Il lit à travers les attaques comme un livre, puis lance une attaque chargée de foudre de la troisième phase. Utilisant l'art de la foudre blanche en 10 phases, Jin assomme le jeune maître avec un rugissement de foudre. Choqué, le beau-frère d'Ouyang voit comment Jin a facilement plié le jeune maître. La deuxième personne qui a été pliée en premier demande ensuite s'il ne devrait pas mettre fin au combat, car s'ils sont tous vaincus, cela provoquera un énorme tumulte. Pourtant, Shine refuse en sautant dans l'arène. Il se présente comme entraîneur d'arts martiaux dans le domaine des frappes de paume. Il prend sa position et demande à Jin s'il veut bien combattre avec lui une fois. Surpris, Jin accepte volontiers car il note que Shine a l'air décemment fort par rapport aux deux autres. En quelques secondes, il crée des ondes de choc avec leurs poings, et Jin passe en défense. Voyant que Jin n'a pas attaqué, Shine décide de lui montrer l'un de ses mouvements. Il crée un tourbillon de frappe de paume écrasante et charge droit sur Jin. Jin se contente d'éviter l'attaque et dit à Shine que ses mouvements sont trop amples même s'ils ne sont pas terribles. Il attrape la jambe de Shine et le jette au sol en disant que c'était un bon match. Après le match, Jinéon regarde le seigneur Ouyang et se demande pourquoi il a l'air si mécontent alors que ce n'est qu'un duel. Le vieil homme débordant de fureur se sent insulté car l'héritier du groupe de marchands a vaincu sa faction une fois de plus. Il examine Jinan et admet qu'il n'y a personne qu'il puisse appeler de son propre clan pour prendre Jinan. En tant qu'homme qui veut sauver la face, il jure à voix basse après avoir réalisé que non seulement la fierté de l'association des dirigeants sera bafouée, mais que son clan sera également ridiculisé sans fin. Le chef Ouyang expire et demande à Jin de marcher avec lui. Peu de temps après, alors qu'il se promène en ville, s'en trouve l'endroit paisible et dit que les marchands Una doivent avoir de nombreux fournisseurs en ville. L'homme cesse de tourner autour du pot et demande à Jin seul de rejoindre l'association des dirigeants en tant qu'artiste martial individuel. S'en promet que l'association des dirigeants protégera le groupe de marchands Una. L'association des dirigeants est une organisation laissée par 4 grands clans, les clans Dogo, Imen, Nangun et Moyan. En réalité, il s'agit d'un groupe qui a quitté l'Alliance Murom car l'Alliance Murom se concentrait uniquement sur le fait d'avoir 9 grandes sectes comme noyau. Jin apprend que la raison pour laquelle Tseng est si obsédé par le fait de sauver la face est qu'il vient de rejoindre l'association des dirigeants. Pour confirmer sa supposition, Tseng raconte à Jin comment son clan a répandu des rumeurs sur lui partout, et grâce à cela, sa réputation a été ruinée. Il demande ensuite à Jin une fois de plus de le rejoindre dans l'association des dirigeants pour l'aider à restaurer son honneur. Le plan est de s'assurer que Yuna est toujours à la portée de l'association, et Jin est directement sous les ordres de Sang. Jin fait une pause pendant un moment, mais lui demande ensuite ce qui se passera s'il refuse. Sang essaie de le convaincre de ne pas le faire, lui rappelant tout ce qu'il gagnerait s'ils travaillaient ensemble. Pourtant, Jin refuse, disant qu'il ne manque pas d'argent et qu'on lui offre simplement le siège d'un artiste martial ordinaire. Sur ce, Jin s'éloigne et lui dit de mettre fin à la conversation si elle n'implique pas de duel. N'ayant pas d'autre choix, Sang le menace, lui demandant s'il souhaite voir tout le groupe de marchands Una massacré. Il se vante de la force de son clan et de la façon dont ils peuvent non seulement agir, mais aussi l'épargner et le qualifier d'ennemi public du monde martial. Le chef de clan se vante avec confiance et demande à Jinian s'il est sûr d'être prêt à faire de l'association des dirigeants son ennemi. Tout d'un coup, Jin l'arrête au milieu de son discours et le menace en retour, lui demandant s'il veut être désanimé sur place et si Sang veut qu'il élimine le clan Ouyang. Jin continue, informant Sang qu'il peut complètement faire porter le blâme au fils aîné de l'homme. Zhang lui sourit et note que Jin Yeon a dit la chose la plus ignoble qu'il ait jamais entendue de sa vie. Il libère ensuite un gaz toxique tout en criant à Jin de garder ses mots après avoir prouvé sa force. Sang s'émerveille en remarquant que la technique qu'il a utilisée sur Jin est celle qu'il avait pratiquée pour l'utiliser contre les chefs des 4 grands clans. À sa surprise, il voit le poison se dissiper comme si la foudre de Jin le dévorait. Jin resserre l'étreinte sur la gorge de l'homme et le jette au sol. Il dit alors à Sang qu'il est plus faible qu'il ne l'avait prévu. Le résultat pourrait être dû au fait que l'art de la foudre blanche en 10 phases de Jin a atteint la 8e phase. Sang provoque alors Jin en lui disant de le tuer s'il a les couilles de le faire, lui rappelant qu'il sera considéré comme un ennemi public. Il demande à Jin ce qu'il fera de l'appui de l'association et se demande qui perd à la fin. À sa surprise, Jin dit à Sang qu'il perd. Il tient la tête du vieil homme et promet de s'assurer qu'il regrette ses paroles pour le reste de sa vie. Peu de temps après, Jin Yeon traîne Sang au complexe par les cheveux. Les fils le voient et demandent à Jin ce qu'il fait. Jin les fait taire et leur confirme que Sang est vivant. Il ordonne à son serviteur de préparer un chariot à l'extérieur, puis explique aux fils de Sang qui veulent connaître la raison pour laquelle leur père est traité comme de la terre. Jin leur dit que Sang l'a menacé, disant que s'il n'aidait pas, il anéantirait le groupe de marchands Una et le ferait passer pour le coupable. Il les informe qu'il se rendra à l'association des dirigeants pour signaler l'affaire. Il ordonne ensuite aux gardes d'Ouyang de servir de témoins de l'incident. Shine dit alors à Jin que l'association des dirigeants n'a pas de siège officiel, mais qu'ils se rencontrent dans les maisons des 4 grands dirigeants de clan. D'après l'emplacement de leur maison, Jin détermine que le clan Moyan est le plus proche de son groupe de marchands. Sur ce, il félicite les jumeaux et les gardes de surveiller les fils de Sang et de s'assurer qu'ils n'agissent pas follement. Il ordonne également à Ua d'organiser l'affaire et de la signaler à l'Alliance Murim.
Après avoir donné des ordres, il ordonne au garde d'Ouyang de le suivre jusqu'au clan Moyan. Plus tard dans la soirée, en chemin, San se réveille, et une fois qu'il apprend qu'il se dirige vers le domaine du clan Moyan, il demande à l'un de ses gardes de lui apporter de l'eau. Le garde répond en regardant Jin que Jin ne le permettrait pas. Jin regarde l'autre garde près de lui et lui demande pourquoi il agit si froidement. Il lui saisit la tête et lui demande s'il n'est pas un guerrier du clan Ouyang, mais un assassin. Il électrocute l'homme à mort et dit ensuite aux autres gardes qui ont entendu le dernier cri de l'homme de ne pas s'arrêter. Jin se tourne ensuite vers l'autre garde à l'intérieur et lui demande s'il est un assassin, mais le garde affirme et lui dit qu'il vient de la secte d'assassins d'or et d'argent. Jin demande ensuite à Ouyang combien il a embauché les hommes, et l'homme lui dit à contre-cœur que c'est 800 naïans. Après avoir confirmé auprès de l'assassin, Jin Yon corrige l'homme qui croit que l'argent vaut le montant normal que sa vie est également incluse dans les frais. Jin lui explique que San avait prévu de le désanimer dès qu'il aurait terminé son travail, car San ne voulait pas se salir les mains. Il se moque de l'assassin et l'applaudit, qualifiant l'assassin et ses partenaires de bâtards. Il compte les gardes qui montent dans le chariot plus celui qui est vivant à l'intérieur. Plus tard dans la soirée, ils arrivent au domaine du clan Moyan, et ils sont accueillis par Moyan Bin. Jin Yon le regarde et est surpris qu'il ne rencontre pas Moyan Chu, le père de Bin. Inquiet, Bin demande à San ce qui ne va pas et pourquoi Jin le traîne comme un criminel. Voyant que Seng n'a pas l'intention d'expliquer, Jin raconte tout à Bin. Il présente également les assassins que Seng avait engagés. Bin voit que c'est une affaire très sérieuse, et il demande à Jin quelle est son intention en venant. Il suppose que Jin craint des représailles et est venu révéler la vérité. Jin lui sourit et demande à Bin ce qu'il ferait s'il était à sa place. Bin note intérieurement qu'il aurait choisi de désanimer son ennemi, mais la personne étant San aurait le clan Ouyang et tout Murom qui le regarderait. San perd son sang-froid et reproche à Bin de s'être moqué de lui avec d'autres chefs patriarches à cause des pertes d'un de ses hommes contre Jin. Il crie à Bin qu'il devrait l'aider, et s'il le fait, il fera tout ce qu'il lui demande. Le patriarche Bin assomme rapidement Sing, l'empêchant de se déshonorer davantage. Il ordonne ensuite à ses hommes d'emprisonner les assassins et de les maintenir en vie. Bin s'excuse ensuite auprès de Jin pour le comportement illégal de San. Il lui offre ensuite un repas, et Jin accepte. Quelque temps plus tard, pendant qu'il mange, Bin observe silencieusement Jin, se demandant comment le fils d'un marchand a pu vaincre le patriarche du clan Ouyang. Il dit ensuite à Jin qu'il prévoit de livrer San à l'alliance Murom, et ainsi, le ressentiment tombera sur eux plutôt que sur son propre clan. Jin accepte le plan et demande ensuite à Bin si son père, Mo Young-chu, a pris sa retraite du monde des arts martiaux. Bin trouve surprenant que Jin ne sache pas que son père a disparu depuis plus d'1 an. Il raconte ensuite à Jin comment ils l'ont cherché mais ne l'ont pas trouvé. Jin se rend compte que c'est à cette époque qu'il s'est réincarné dans son corps, donc Mo Young-chu est probablement mort comme lui. Jin suggère alors la possibilité que Chu se soit affronté à la faction démoniaque. Bin y réfléchit profondément, mais se souvient ensuite des rumeurs selon lesquelles la faction démoniaque serait silencieuse depuis plus de 20 ans. Il refuse de croire à cette possibilité car si la faction démoniaque s'était levée, tout ne serait pas calme. De plus, il trouve étrange qu'il ne cible que son père. Jin se souvient qu'il a également été attaqué alors qu'il n'avait aucun lien avec eux, alors il demande à Bin comment son père s'en sortirait s'il était attaqué par plusieurs épéistes. Bin lui dit que ce serait un combat brutal, mais que son père ne perdrait pas. Jin modifie ensuite un peu la question en demandant si l'épéiste que Chu devait affronter avait un corps à l'épreuve des lames. Il se souvient que certains de ceux qu'il a combattus ont survécu à des frappes de la 9e phase d'énergie de foudre. C'était Jin à son apogée utilisant sa puissance au maximum, et il semblait anormal que les hommes soient capables d'encaisser de tels coups. Il croit que si de tels hommes faisaient équipe avec des gens dotés d'une étrange sorcellerie, alors les seuls qui peuvent les combattre sont ceux qui existent au-delà des cieux. Jin broie du noir et se demande pourquoi la faction démoniaque se déplace en secret, et il se demande ce qu'elle recherche. Pendant ce temps, ailleurs à l'extérieur d'une grotte, un démon céleste dit au démon de l'épée qu'ils ont trouvé le roi de l'épée. Le démon de l'épée le félicite et ordonne ensuite à ses hommes qu'il est temps de chasser. Jin demande à Bin de lui dire ce qu'il sait des autres maîtres. Bin répond ensuite en commençant par l'empereur de la lame avec qui il était encore en réunion il n'y a pas si longtemps. Il raconte à Jin la façon dont l'empereur de la lame s'était moqué d'Ouyang Tsung lorsqu'il a découvert que quelqu'un de son clan avait été humilié par un marchand. En fait, c'est sa moquerie qui a incité Seng à faire ce qu'il a essayé de faire au groupe de marchands Una. Bin déclare qu'il trouve vraiment bizarre que l'empereur de la lame se soit amusé de l'humiliation du clan Ouyang car il n'est pas du genre à s'intéresser à des choses aussi triviales. Il raconte à Jin à propos du dieu de l'épée, dont il a entendu dire qu'il était entré dans un entraînement à huis clos environ 6 mois plus tôt. Il trouve également cela bizarre car pour un aîné appartenant aux cieux comme lui, il se demande quelles compétences martiales il pourrait perfectionner davantage. Il parle de l'empereur de l'épée, dont on dit qu'il est sans domicile fixe. Et par conséquent, personne ne sait rien de son état actuel. Il raconte à Jin la dernière fois qu'il a rencontré l'empereur de l'épée et lui a parlé de son père disparu, mais il n'a plus jamais rien entendu de lui depuis. Ensuite, il parle du roi de l'épée qui est retraité depuis longtemps et a consacré le reste de sa vie à la formation de ses jeunes disciples.
Ben passe ensuite sa discussion au roi du poing, ce qui fait tressaillir Jin. Il raconte comment le roi du poing est le genre d'homme difficile avec lequel même son père avait du mal à traiter. Quant à son état actuel, Bin remarque qu'il parcourt probablement le monde, détruisant une faction peu orthodoxe ou causant des problèmes comme il le fait normalement. Jin se rend alors compte que peu de gens sont au courant de sa mort. Bin déclare que le roi du poing n'est pas quelqu'un dont on peut facilement s'approcher, ce qui incite Jin à lui demander pourquoi. Bin récapitule ensuite l'histoire de la façon dont il bat souvent non seulement ses cadets, mais aussi ses aînés chaque fois qu'ils lui déplaisent. Jin déclare également qu'il a l'habitude d'éliminer tous les hérétiques qui croisent son chemin. D'un autre côté, il déclare que le roi du poing est en effet un homme intrépide qui tient parole. Il ajoute que même avec tout cela, le roi du poing vit une vie solitaire. En entendant cela, Jin commente à voix basse qu'il n'est pas si seul que ça. Après le dîner, alors que Jin s'apprête à partir, Bin lui suggère de se rendre à l'Alliance Marine pour témoigner personnellement contre Yang San, et il accepte. Le lendemain matin, toujours au clan Moyen, Bin présente Jin à Bae Canyon, un membre de l'Alliance Marine, qui l'escortera. Avant de partir, Jin demande à Bin de s'occuper de son groupe de marchands pendant son absence, et Bin lui assure que cela est déjà pris en charge car il a déjà envoyé certains de ses guerriers pour garder le groupe. Jin demande une autre faveur à Bin, lui demandant d'enquêter sur les assassins au sang d'argent avec le reste de l'assemblée de l'empereur, et Bin accepte. Jin dit alors à Bin que son attente en venant au clan Moyen était de provoquer un tollé. Mais voyant à quel point Bin l'a bien traité, il a changé d'avis. Il décolle ensuite immédiatement avec Bayek alors qu'il saute à travers les bois comme des ninjas. Après avoir voyagé pendant quelques jours dans les bois, Bayek imagine quel genre de personne est Jin car ils n'ont jamais vraiment eu de conversation solide tout au long. Alors qu'il se dirige vers une zone civilisée, Bayek tombe sur un homme qu'il identifie immédiatement comme l'invité immoral, un ennemi bien connu du monde martial. Il commence alors immédiatement à le poursuivre dans les rues, laissant Jin derrière lui. Bayek finit par le rattraper, mais tombe sur deux autres hommes handicapés. Il se rend alors compte que tout cela était un piège. À en juger par leur handicap, Bayek identifie les hommes comme étant des rebelles que le chef de l'Alliance Murom avait abattus il y a quelque temps. Voyant leur rage, il se rend compte qu'ils sont venus chercher vengeance contre les membres de l'Alliance. Alors que les hommes se préparent à sauter, Bayek Jin apparaît derrière eux, les effrayant complètement. Il leur dit alors son intention de leur donner une bonne leçon. Pendant ce temps, de retour au groupe de marchands Una, CHUL, apprenant le voyage de Jin à l'Alliance Murom, est choqué. Il pique une crise, alors les gardes sont obligés de le jeter dehors. Il s'avère qu'il a finalement terminé les 100 000 balancements et qu'il est maintenant prêt pour la prochaine formation. Il décide qu'il doit également se rendre à l'Alliance Murom pour sa prochaine conférence. Avec Jin qui double les contrevenants, l'invité immoral essaie de s'excuser, mais Jin l'appâte avec rage, le traitant d'épéiste lubrique et lui demandant où il va. Comme prévu, l'invité immoral tombe dans le piège, menaçant de donner une leçon à Jin. Jin le met en pause pendant un certain temps, demandant à Bayek s'il peut tuer les hommes recherchés. Bayek répond que puisqu'ils ont été officiellement déclarés ennemis publics de l'Alliance Murom, il est autorisé à les exécuter. En entendant cela, Jin est excité et sourit malicieusement. Même Bayek remarque que c'est la première fois qu'il voit Jin sourire depuis qu'ils ont commencé à voyager ensemble. Alors que les OPS s'agitent et chargent Jin pour l'attaquer, l'invité immoral lui lance des poignards. Jin attrape immédiatement les poignards en plein vol, se lance haut dans le ciel et les jette sur les deux hommes handicapés, les tuant instantanément. L'invité immoral se pisse littéralement dessus parce qu'il sait que Jin a intentionnellement évité de le frapper, sinon il serait dans un endroit différent en ce moment. Jin lui demande ce qu'il a fait exactement pour devenir un criminel recherché, et l'invité immoral trouve sa question irrespectueuse pour une raison quelconque. Il charge instinctivement vers Jin avec une sorte d'attaque physique améliorée, mais Jin enfonce immédiatement sa main dans le sol, lui causant une douleur énorme. Réalisant maintenant à quel point il est cuit, l'invité immoral supplie Jin d'épargner sa vie. Il se rend pour être fait prisonnier par l'Alliance et promet également de dénoncer les autres contrevenants cachés tant que Jin lui épargne la vie. Jin, cependant, l'achève avec un coup de poing, indiquant clairement que sa reddition est vaine. Plus tard, Bayek et lui décident d'aller dans une auberge pour manger un morceau. Pendant le repas, Bayek remarque que le fait de voir Jin se battre a dissipé tous les doutes qu'il avait sur lui auparavant. Il prétend avoir entendu beaucoup de rumeurs sur ses capacités physiques inégalées, mais ne savait pas à quel point elles étaient vraies. Maintenant, le voir à l'œuvre l'a aidé à confirmer ces rumeurs. Il promet d'attester de sa force auprès de ses supérieurs, et Jin l'en remercie. Il aborde ensuite soudainement Jin en lui demandant s'il envisagerait de rejoindre l'Alliance Murim. Il explique ensuite qu'à la différence des autres alliances, l'Alliance Murim n'accorde pas vraiment beaucoup d'attention aux antécédents, et que l'important, c'est surtout la compétence individuelle. Il pense que même si la rémunération est bien inférieure à celle des autres organisations, quelqu'un avec le niveau de compétence de Jin pourra faire beaucoup de progrès. Il cite l'exemple de l'association des dirigeants, qui est entièrement basée sur l'influence du clan, où les étrangers n'ont aucune chance de réussir. Il ajoute qu'en raison de leur thésaurisation, si une véritable bataille devait avoir lieu,
l'association se disperserait comme des feuilles d'automne. Ils sont soudainement interrompus par un homme d'allure puissante dans l'auberge qui reproche à Beck de lui manquer de respect. Beck fait immédiatement ce qui est moralement juste, s'excusant auprès de l'homme et lui demandant son nom. L'homme répond que son nom de famille est Autumn Wind, et son prénom est Autumn Leaf. Ils comprennent alors d'où vient tout le malentendu. Étant donné qu'il s'est déjà excusé, Beck reprend sa discussion avec Jean. Il fait remarquer que cet étrange homme doit être venu pour le tournoi du Dragon et du Phénix, qui approche à grands pas. Il demande si Jean y participera, car ce serait un bon moyen de se faire connaître, mais Jean lui répond qu'il n'est pas intéressé. Beck mentionne alors que le gagnant recevra un élixir super rare, ce qui incite Jean à changer d'avis instantanément. Surpris, Beck lui demande pourquoi il a soudainement changé d'avis, puis Jean lui dit qu'il aurait dû parler plus tôt de l'élixir. Plus tard dans la soirée, après leur repas, il se prépare à quitter l'auberge. Pendant ce temps, Autumn Leaf pousse Beck hors de son chemin et le regarde de haut, lui demandant pourquoi il traîne les pieds devant les portes. Il se moque de l'alliance de Beck, qu'il appelait autrefois l'alliance des maculés, mais qu'il appelle maintenant la lente. Beck est furieux mais ne dit rien, réalisant qu'Autumn Leaf lui en veut encore pour l'incident précédent. Il taquine ensuite le mesquin en utilisant son nom comme référence, indiquant comment il prévoit de courir jusqu'au quartier général de l'Alliance Murom. Il décolle instantanément, créant un nuage de poussière énorme, ce qui met Autumn Leaf et ses assistants en colère. Il se met en colère et ordonne à un Sei de les suivre jusqu'au quartier général pendant qu'il montre ses véritables arts de la mobilité aux hommes. Instantanément, il décolle comme un jet, et ses hommes le félicitent, lui demandant de remettre Jin et Baek à leur place. Yoon Seol, de son côté, se demande pourquoi il est si excité. Peu après, le même soir, le trio se rapproche du quartier général en utilisant son jeu de jambes léger. Comme prévu, Jin dépasse les hommes et arrive le premier. Beck se demande pourquoi les hommes sont si rapides. À sa grande surprise, Autumn Leaf prend de l'avance, alors il se prépare et donne tout ce qu'il a. Ils vont au coude à coude, et Beck tombe au sol à son arrivée. Il demande alors à Jin qui est arrivé le premier, croyant qu'il était devant Autumn Leaf. Les deux hommes se disputent presque, mais le chef de l'Alliance, Yuzongan, J, se présente et leur demande quel est l'intérêt. Après tout, c'est Jin qui est arrivé le premier. En voyant Yuzongan, le chef de l'Alliance, les hommes le saluent immédiatement, chacun se présentant à lui. Assez curieusement, Yu a déjà reconnu Jin comme le fils aîné du groupe de marchands Una. Il le salue, lui demandant précisément s'il est également venu participer au tournoi du Dragon et du Phénix. Lorsque Jin lui fait part de son intention de participer, Yu décide de le raccompagner dans ses quartiers. Pendant qu'ils partent, Autumn Leaf, qui a également beaucoup entendu parler de Jin, lui dit de se méfier de lui pendant le tournoi. En chemin, Yu dit à Beck qu'il est arrivé le dernier, ce qui le surprend car il pensait être arrivé juste un peu avant Autumn Leaf. Yu répond alors que même si ce qu'il dit est peut-être vrai, cela ne compte toujours pas car pendant qu'il se débattait, Autumn Leaf ne faisait presque aucun effort dans la course. Il pense qu'il essayait de conserver son énergie pour le tournoi ou plutôt de dissimuler ses capacités à ses adversaires potentiels. Jin le taquine également en disant que c'est une connaissance de base que tout le monde devrait connaître. Yu les conduit ensuite dans le grand hall, qu'il fait évacuer par tout le monde à l'exception de Jin. Pendant que les gens évacuent, Jin pense à combien de temps s'est écoulé depuis qu'il s'est tenu devant Yu face à face, même dans sa vie passée. Yu est un homme d'influence et de respect dont la renommée et l'influence ne sont dépassées que par les 3 étoiles divines. Après une précédente bataille contre la secte démoniaque, Yu s'est élevé à un point tel qu'il est devenu celui qui contrôlait toute la faction orthodoxe. Lorsqu'il se retrouve finalement seul, Yu se tourne vers Jin et le choque soudainement avec une question inattendue. Il demande si Jin est un disciple du roi du point. Jin se fige complètement, se demandant où le chef de l'Alliance a pu avoir une telle idée. Yu compare alors ses schémas de combat à 4 clans bien connus différents. Sur les 4 clans, l'un a dévié vers la voie de l'épée et l'autre vers la voie de la lame, ce qui ne leur laisse que 2 clans. Maintenant, parmi les 2 clans restants, le prédécesseur de l'un d'eux a quitté les arts martiaux après avoir subi une terrible blessure. Le roi du point se trouve alors être un guerrier du dernier clan, ce qui prouve qu'il est le seul clan à utiliser cette technique de combat. Impressionné, mais ne voulant pas révéler son identité, Jin admet qu'il est bien un disciple du roi du point. Yu lui demande comment va le roi du point maintenant, mais il répond qu'il a perdu toute forme de contact avec lui et qu'il a soudainement disparu, tout comme l'ancien chef du clan moyen. Yu trouve vraiment inquiétant que les figures puissantes du monde martial aient soudainement commencé à disparaître. Il soupçonne que cela pourrait être l'implication de la secte démoniaque. Il fait remarquer que si la secte démoniaque se relève, ils devront peut-être unir leurs forces pour l'arrêter à nouveau. Yu mentionne l'époque où les 3 étoiles divines avaient dû se réunir pour combattre un seul grand maître de la secte démoniaque. Le fait que les 3 étoiles divines aient dû se réunir pour vaincre un seul homme est toujours assez troublant. Yu déclare que si jamais le grand maître a laissé des descendants, il devrait avoir à peu près l'âge de Jin. Il invite donc Jin à faire de son mieux pour devenir excessivement et égoïstement forte à cause du destin auquel il devra peut-être faire face plus tard.
Il dit à Jin de ne pas s'inquiéter de sa querelle avec le clan Ouyang et qu'il veillera personnellement à ce qu'il soit emprisonné pour ses actions, pour s'être attaqué aux disciples du roi du Point. Pendant que Jin sort de la salle, il se perd dans ses pensées, imaginant le genre de destin qui l'attend. Vous lui avez dit qu'après la bataille brutale contre le grand maître, l'orthodoxie avait gagné et l'avait découpé en différents morceaux avant de le brûler et de disperser ses cendres. Mais pour une raison quelconque, Jin ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise face à toute cette situation. Il rencontre Beck, qui lui propose de l'emmener quelque part en dehors de l'Alliance pour se loger. Lorsqu'ils arrivent au lodge, ils sont choqués de rencontrer CHUL qui les attend. CHUL révèle qu'il a terminé les 100 000 balançoires que Jin lui a demandé de faire et qu'il est maintenant venu pour une nouvelle mission. Il est bien déterminé à devenir un artiste martial, se faisant appeler le renard venimeux. Voyant à quel point CHUL est désespéré pour sa prochaine mission, Jin décide de l'éduquer davantage. Le lendemain matin, il demande à Beck de les emmener dans un terrain d'entraînement isolé à la périphérie de la ville. Lorsqu'ils arrivent, Beck les laisse s'entraîner seuls. CHUL est choqué de voir que Jin, bien qu'étant la personne la plus puissante qu'ils connaissent, a toujours l'intention de s'entraîner. Jin lui dit qu'il ne peut pas continuer à compter sur son art de la foudre blanche à 10 phases, car il a aussi ses inconvénients. Il a l'intention de perfectionner une compétence entièrement différente connue sous le nom d'art divin de la fleur fantôme. Bien que l'art de la foudre blanche à 10 phases se concentre sur de puissantes techniques offensives, il ne suffira pas à vaincre les vrais maîtres martiaux. L'art divin de la fleur fantôme, cependant, se concentre sur l'exploitation de la technique de l'adversaire en utilisant une technique spéciale connue sous le nom de portée fantôme. La portée fantôme permet de déplacer des objets ou des armes distants sans les toucher, ce qui s'avérera bénéfique pour un combattant rapproché comme Jin. Lorsque Jin demande à CHUL comment il se sent depuis qu'il a terminé l'évaluation, CHUL répond qu'il ne se sent pas si différent et que ses bras sont juste un peu plus gros. Jin décide alors de passer à la vitesse supérieure avec lui. Il explique à CHUL que parmi tous les swings qu'il a pratiqués, un seul vaut quelque chose. De plus, il explique que si CHUL veut parer une attaque d'un adversaire, il doit utiliser la plus efficace des 100 000 trajectoires, sinon il mourra. Il explique que ce n'est qu'avec une pratique et un perfectionnement constant qu'il peut former une séquence complète d'attaques appelée forme de base. Jin ajoute que même cela ne suffit pas, car il aura toujours besoin d'une expérience de combat réel pour perfectionner ses compétences d'escrime. Jin dit à Scholl qu'il ne lui enseignera aucun art de l'épée difficile, mais Scholl n'en est pas satisfait. Il envisage de rejoindre une secte célèbre pour apprendre ses arts de l'épée renommés, mais Jin souligne que même cela ne suffit pas à l'aider à devenir plus fort. Il explique qu'être plus fort est bien plus profond, car cela dépend du type de vie qu'il décide de vivre avec sa force. Pendant ce temps, Yu arrive au terrain d'entraînement pour un entraînement personnel. Mais quand il voit Jin donner des cours à CHUL, il décide de rester à l'écart et de regarder. Jin parle à CHUL de la frappe à 9 épées de Dogo, une technique d'épée qui est généralement considérée comme le plus grand art de l'épée de toute l'histoire. Il ajoute que ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'il existe encore un art de l'épée qui le surpasse. Quand Jin mentionne le nom de la technique, CHUL est surpris car il n'en a jamais entendu parler. Jin commence alors sa narration sur Jin Sohan, le créateur de la technique. Sohan venait d'une troupe d'artistes itinérants. Il a grandi en apprenant la danse de l'épée, une danse séduisante où les vêtements des femmes sont coupés soigneusement avec des épées au milieu de la danse. Il était devenu si habile dans l'art d'utiliser une épée pour éviter de blesser les personnes avec lesquelles il dansait. En cours de route, Sohan l'a perdu et a commencé à utiliser ses compétences pour tuer des gens. Dans ce processus, il a surpassé les 9 frappes d'épée de Dago sans même s'en rendre compte. Jin utilise ensuite l'histoire pour expliquer à CHUL que la force qu'il acquiert en tant qu'artiste martial ne dépend pas seulement de la force qu'il possède ou de la quantité d'entraînement qu'il subit, mais du type de vie qu'il décide de vivre. Pour une raison quelconque, Scholl s'excite. Il tend à Jin le parapluie maintenant en lambeaux et lui demande de lui dire la prochaine étape de son entraînement. Avec le parapluie, Jin exécute une technique différente et demande à Scholl de la pratiquer. Scholl, toujours excité, déclare qu'au lieu de 100 000 coups, il tentera cette fois 1 million de coups. Yu, qui regarde depuis la ligne de touche, identifie la technique comme la technique de l'épée trisoire. Il est impressionné que non seulement Jin connaisse la technique, mais qu'il la reproduise parfaitement même en tant qu'utilisateur à point nu. Il décide ensuite de préparer un cadeau juste pour les remercier de l'avoir diverti. Plus tard dans la journée, pendant leur entraînement, Jin débloque la portée fantôme, il l'utilise donc pour s'entraîner avec soin. Yu confronte Jin et CHUL pendant leur entraînement et demande un mot. L'identifiant comme le chef de l'Alliance, CHUL se présente immédiatement. Yu remarque une cicatrice sur le visage de CHUL, qui ressemble à une blessure d'épée, alors il lui pose des questions à ce sujet. CHUL, cependant, répond que ce n'était pas une épée, mais plutôt une dague qui a causé la blessure. Intrigué, Yu lui pose des questions à ce sujet, alors CHUL lui raconte comment il a subi la blessure d'un client en colère alors qu'il dirigeait encore un tripot. À sa surprise, le chef de l'Alliance révèle une cicatrice qu'il a également sur son corps, racontant à CHUL une cicatrice similaire qu'il a sur son bras.
Dans son cas, il avait sauvé son père d'une agression par un groupe d'hommes ivres dans sa brasserie il y a plusieurs années et avait également subi une cicatrice permanente. Il ordonne à CHUL de la porter comme une couronne car elle lui servira de rappel et l'aidera à ne jamais oublier. Remarquant le parapluie en lambeaux avec CHUL, Yu demande si c'est réellement son arme, et CHUL lui raconte comment il l'a emprunté à Jin pour s'entraîner. Yu décide alors de lui prêter son propre parapluie pour l'aider également dans son entraînement. Lorsque CHUL récupère le parapluie, il remarque à quel point il est lourd. Yu explique alors qu'il est fait d'acier et de fer noir, de sorte que son poids et sa durabilité en feront une arme standard. Scholl se demande s'il mérite un tel cadeau, mais le vieil homme lui assure qu'il peut le garder. Avant de partir, il dit à Scholl d'arrêter de se reprocher son passé et que puisqu'il a décidé de changer ses habitudes et de perfectionner ses compétences avec les arts martiaux, il est sur la bonne voie. Yu se tourne ensuite pour partir, disant aux hommes qu'il a hâte de les revoir. Quand il part, Jin suggère qu'ils aillent déjeuner, mais CHUL lui demande de continuer car il a encore de l'entraînement à faire. Il est encore assez impressionné par le fait que le chef de l'Alliance lui-même lui ait offert une arme durable. Quelques jours passent et c'est maintenant la veille du tournoi. En raison du nombre de personnes qui s'inscrivent au tournoi, les concurrents finissent par être épuisés juste en attendant les tours préliminaires. En conséquence, les gens en ont fait une tradition d'organiser un festival de la veille où les gens sont autorisés à se défier mutuellement. Il est considéré comme efficace car quiconque perd un combat pendant le festival de la veille serait automatiquement disqualifié du combat principal le lendemain. Un des hommes remarque CHUL, et le voyant comme une cible facile, le met au défi de se battre. Comme prévu, CHUL accepte le défi. Alors qu'il s'approche de l'arène de combat, les gens se moquent de son arme, qui est un parapluie, ce qui l'énerve. Il se présente et dit aux hommes qu'ils n'ont aucune idée de qui lui a offert le parapluie, ni de ce qu'il peut faire. Il se vante également d'avoir terminé 100 000 swings ainsi que la technique de l'épée trisoire sous la tutelle de son maître, mais les hommes se moquent de lui, le traitant d'immature. Alors que l'adversaire s'approche de lui, CHUL lui dit qu'il ne se soucie pas vraiment du tournoi, mais qu'il ne fuira en aucun cas un défi. Jin, cependant, observe attentivement depuis un bâtiment voisin, curieux de voir de quoi son élève est capable. Lorsque le duel commence, CHUL charge sur l'adversaire, déterminé à mettre fin à la bataille avec une seule frappe. Mais quand il balance son parapluie, il manque légèrement le visage de l'adversaire. C'est alors qu'il se rend compte que le parapluie que vous lui avez offert est plus court que celui qu'il utilisait pour s'entraîner. L'adversaire, effrayé au début, confirme que CHUL ne peut même pas contrôler correctement son arme, alors il décide de renverser la situation. Tout à coup, tout le public est sous le choc en regardant CHUL s'enfuir sans vergogne de son adversaire. Quand CHUL réalise à quel point son parapluie est court, il commence à courir autour du ring, faisant courir son adversaire après lui pendant que les gens se moquent de lui. Lorsque son adversaire en a assez de le poursuivre autour du ring, il lance sa lance sur ses jambes, le faisant trébucher. Il demande alors à CHUL de se relever pour qu'il puisse lui donner une leçon. CHUL, cependant, taquine l'homme, lui disant de choisir un camp parce qu'il y a quelques secondes, il l'a fait trébucher, et maintenant il lui demande de se relever. L'homme se met en colère et utilise le dos de sa lance pour lancer une attaque sur CHUL, mais il l'attrape. Il s'avère que c'était tout un piège que CHUL avait préparé. Avec l'arme de l'homme maintenant coincée, CHUL tente un autre swing avec son parapluie, mais il est encore trop court pour même égratigner l'homme. Se moquant de lui pour une autre attaque ratée, l'homme reprend sa lance et cette fois commence à battre CHUL à mort avec elle. Même le public remarque à quel point le duel est à sens unique. Tout en se faisant tabasser, CHUL voit Jin du coin de l'œil et réalise à quel point il doit être embarrassant de regarder son élève se faire démolir dans un espace public après avoir agi de manière prétentieuse. Il se souvient immédiatement des paroles du chef de l'Alliance à propos de lui qui change de ses anciennes habitudes et qui devient un artiste martial raffiné, alors il s'illumine. Son adversaire, cependant, se lasse du fait qu'il continue de se tenir debout, peu importe à quel point il est battu, alors il décide d'en finir pour de bon cette fois. Avec l'extrémité pointue de sa lance, il charge sur Scholl, prêt à le tuer, mais Scholl esquive à peine l'attaque, ce qui fait perdre l'équilibre à l'homme. Il remercie ensuite l'homme d'avoir réduit la distance et de lui avoir enfin donné la chance de lui montrer de quoi il est capable. Il balance le parapluie et élimine l'homme avec une telle force que la scène se fissure. CHUL se réjouit du sentiment de sa première victoire, se sentant reconnaissant envers Jin de l'avoir entraîné. Alors que la majorité du public se demande comment CHUL a pu vaincre son adversaire avec un simple coup de parapluie, d'autres adversaires potentiels décident de le défier à nouveau. Ils lui disent qu'il a seulement eu de la chance et aimerait tester son coup de chance. Alors qu'ils essaient de monter sur le ring, Jin apparaît soudainement, disant que c'est son tour de profiter du festival de la veille. Quand les hommes le voient, ils ressentent une sorte de pression qu'ils n'ont jamais ressentie auparavant, alors ils commencent à reconsidérer leurs actions. Ils sont ensuite soudainement sauvés par HW Noal Autumn Leave, qui leur dit qu'il est préférable de réserver leurs forces pour le tournoi principal alors qu'en réalité, il veut juste qu'il reste encore des gens pour le tournoi. Il invite Jin dans sa chambre pour boire un verre plus tard dans la nuit,
et Jin accepte l'invitation. Dans les chambres de Noël avant l'arrivée de Jin, Yinchul, sa sœur, lui demande pourquoi il a arrêté le duel, et il répond qu'il sait que Jin vise le championnat au tournoi, donc il estime qu'il n'est pas nécessaire de laisser sa force devenir une connaissance commune. Il lui parle du concours de vitesse qu'ils ont eu. Apparemment, Jin courait plus lentement intentionnellement tout en maintenant la même vitesse, prouvant qu'il est un homme d'expérience. Et Wall déclare que bien qu'il soit venu spécifiquement pour vaincre les successeurs de l'Assemblée de l'Empereur et gagner le tournoi, avec quelqu'un comme Jin parmi les concurrents, il ne participera pas à ce tour. Yoon Seol se demande à quel point Jin doit être puissant pour que quelqu'un d'aussi fort que son frère le regarde autant. Yoon Wall, cependant, remarque un changement dans l'expression faciale de sa sœur, alors il la taquine, lui disant qu'elle a le béguin pour Jin. Le visage d'Eun devient rouge vif alors qu'elle essaie de se défendre, mais son frère ne s'arrête pas là. Il la taquine davantage, remarquant que puisque leur père n'arrête pas de l'embêter pour qu'elle se marie, il serait préférable pour elle d'épouser le marchand le plus puissant du monde plutôt qu'un clan influent au hasard. Eun Seol est tellement embarrassée qu'elle se précipite vers la porte, mais quand elle l'ouvre pour partir, elle rencontre Jin debout juste devant elle. Quand Eun Seol voit Jin à l'entrée, elle est tellement troublée qu'elle commence à se frapper la tête contre la porte à plusieurs reprises. Jin se contente de se demander ce qui ne va pas chez elle. Yoon Wall présente immédiatement sa sœur et s'excuse pour son comportement alors qu'il invite Jin à entrer. Il dit à Jin que même si sa sœur agit de façon assez étrange, elle se trouve être l'une des candidates les plus susceptibles de gagner le tournoi. Peu de temps après, alors que Seol se demande pourquoi elle prend des verres avec eux, Wall lui fait donner à Jin un protège-point de leur clan en cadeau. Jin accepte le cadeau avec gratitude. Wall, découvrant que Jin ne connaît pas les favoris pour le tournoi Dragon Phoenix, demande à sa sœur de l'informer. Seol essaie de refuser, mais Wall menace de raconter à Jin son enfance, alors elle accepte. Selon sa narration, de nombreux noms sont mentionnés comme des gagnants possibles. Mais en vérité, la compétition ne se joue qu'entre deux puissances, l'Alliance Murom et l'Association des dirigeants. L'Alliance Murom nomme Jin Kyol et Lim Jirion comme leurs meilleurs candidats, bien que leur participation soit incertaine. L'Association des dirigeants, cependant, nomme Do-go Han et Nangun Hui comme leurs candidats. Seol remarque que si Do-go et Nangun Hui devaient soi-disant se rencontrer en finale, aucun d'eux ne s'en tirera indemne car ils sont tous les deux amoureux de la même femme, Baek Lee Yeon. Jin se souvient que Baek Lee Yeon est la fille d'un aîné envers qui il était grandement redevable dans sa vie passée. Il est surpris d'apprendre que la petite fille de cette époque est maintenant devenue une femme admirée par tous les héritiers des grands clans. Shul dit à Jin que Wall est également membre de l'association des dirigeants, mais personne ne s'attend à ce qu'il gagne car il n'a jamais combattu en duel public auparavant. Wall est le genre qui trouve tout ennuyeux. Il estime qu'il est si formidable qu'il ne voit pas la nécessité de perdre son temps à lutter. Shul ajoute que les rumeurs ont également permis de prédire la participation de deux variables qui sont maintenant largement connues mais qui seraient puissantes lors du tournoi de cette année. L'une des variables est un homme de la secte Aignan, tandis que l'autre est Jin. Quand Wall demande à Jin à quel point il est préparé pour le tournoi, il met le protège-point qu'ils lui ont donné et répond qu'aucune des personnes qu'ils ont mentionnées n'est prise en considération. Wall s'amuse du genre de personne qu'est Jin. Peu importe comment il essaie de l'analyser, il ne peut tout simplement pas détecter son art martial principal, son niveau ou s'il est intéressé par sa sœur comme beaucoup d'autres hommes. Il se rend compte que Jin est le genre d'homme dont la concentration est entièrement axée sur le fait de devenir plus fort. Pendant ce temps, Jin est assis là à admirer le protège-point. Plus tard, quand il part, Seol demande ce que Wall a l'intention de faire au sujet du tournoi maintenant qu'il a interagi avec Jin, et il répond qu'il a pris sa décision. Il lui dit qu'il ne participera pas, mais qu'il misera tout sur Jin pour qu'il devienne le champion. Wall taquine sa sœur sur le fait que le marchand dont elle semble être amoureuse ne l'a pas adulé comme les autres gars le font, mais elle répond qu'il fait seulement semblant de ne pas être intéressé. Wall brise alors ses espoirs, lui disant d'après ce qu'il a observé que Jin s'en fiche vraiment. Il lui dit qu'elle doit être extrêmement prudente quand il sera temps pour elle de choisir l'homme qu'elle aimera car elle ne peut connaître quelqu'un vraiment à moins de se rapprocher d'eux et de les observer elle-même. Les frères et sœurs discutent nonchalamment de la façon dont Jin avait rejeté Nangun Hui et Do-go Han, remarquant que si l'un d'eux la prend, les choses pourraient soudainement devenir vraiment laides. Ils ne savaient pas que Han était dans les environs. Il surprend leur discussion et les confronte immédiatement pour savoir si quelqu'un avait vraiment osé le rejeter. Voyant Han approcher, Wall l'identifie déjà comme un problème, alors il ordonne à sa sœur de rentrer immédiatement à l'intérieur. Quand Chiol part, Wall répond à la question de Han. Il lui dit que ce ne sont que des commentaires d'un artiste martial de passage, mais Han les rejette, lui disant qu'un simple artiste martial ne devrait pas oser dire ces mots. Apparemment, Han avait vu Jin alors qu'il partait, alors il se demande si cela aurait pu être lui. Sur la base des rumeurs qu'il avait entendues à propos de Jin, il demande à Wall en tant que stratège de lui dire qui, selon lui, est le plus fort entre les deux. Wall lui dit de ne pas rabaisser Jin car Jin est celui qui a humilié le clan Ouyang, mais Wall est offensé par la déclaration. Il lance une attaque sur Wall avec son épée dégainée, et Wall la dévie facilement, faisant s'écraser l'épée dans le mur. Wall demande alors à Han d'aller droit au but et de lui dire pourquoi il est venu.
Andy Howell qu'il participe au tournoi cette année afin que la victoire soit assurée pour l'association des dirigeants. En entendant sa demande, Wall éclate de rire alors qu'il déclare hardiment que ni l'association des dirigeants ni l'Alliance Murim ne produiront le champion cette année. Intrigué, Anne décide de parier 10 000 Nyang que le gagnant viendra de l'une des deux associations, et Wall accepte son offre, augmentant le pari à 30 000 Nyang. Les hommes mettent alors fin à la soirée. Le lendemain matin, lors des préliminaires du tournoi, les concurrents reçoivent chacun une étiquette nominative et doivent s'affronter en duel. Quiconque parvient à acquérir 3 étiquettes nominatives pourra alors accéder au tour principal. Quand Jin arrive là-bas, il a la possibilité d'utiliser un pseudonyme sur son étiquette nominative. Il se demande, s'appelant le roi des points, mais se rend compte que ce sera irrespectueux car il n'est toujours pas aussi fort qu'il l'était dans sa vie passée. Il décide alors d'utiliser guerrier des points comme pseudonyme. En avançant davantage, il remarque quelques jeunes maîtres qui semblent avoir amélioré leur énergie intérieure et être devenus assez forts. Cependant, il remarque que l'énergie intérieure ne suffit pas pour gagner. Il met son protège-point et avance vers le champ de bataille préliminaire, prêt à tester les techniques corporelles qu'il a perfectionnées. Quand il arrive là-bas, il voit le juge, un vieil homme, disqualifier un concurrent qui aurait dû se qualifier pour le tour principal. Le concurrent a attaqué vicieusement son adversaire déjà vaincu sans maîtrise de soi, le rendant inapte à s'appeler un artiste martial. En raison du concurrent blessé, une place d'évaluation s'ouvre, alors Jin décide de monter tout de suite. Il monte sur scène et se présente au vieil homme, qui est tout à fait emporté par ses manières. Le vieil homme, remarquant son protège-point unique, lui pose des questions à ce sujet, alors Jin lui dit que c'était un cadeau de Yuan Wall. Il l'évalue immédiatement et l'identifie comme un gantelet fait de quelques fils de verre à soie céleste rare. Apparemment, Jin ne savait même pas que le protège-point était si précieux en raison de la façon dont les frères et sœurs lui avaient donné avec désinvolture. Jin est ensuite mis dans son premier combat où il est associé à un autre utilisateur de points. Immédiatement, le duel commence. Jin se jette sur l'adversaire et l'envoie voler hors du ring avec un seul coup de poing, le mettant complètement KO. Il reçoit ensuite un deuxième adversaire qui semble plus confiant que le premier. Quand le duel commence, l'adversaire déverse toute son énergie dans son arme, déterminé à frapper Jin avec elle, mais Jin le dévie facilement et lui donne le même sort terrible. À ce stade, il a commencé à attirer l'attention de différents jeunes maîtres puissants qui évaluent ses capacités physiques. Lorsque Jin est opposé à son troisième adversaire, ce dernier, voyant le terrible sort réservé aux précédents adversaires de Jin, jette son badge et abandonne immédiatement. Avec les 3 badges maintenant complets, Jin se qualifie pour le prochain tour. Même le vieil homme remarque que de toute sa vie, il n'a jamais vu quelqu'un passer les préliminaires avec seulement 2 coups de poing. Après la première journée des préliminaires, les organisateurs divisent les noms de manière à ce que les utilisateurs de points ne s'affrontent pas lors du premier match. Ils placent ensuite le badge de Jin comme premier qualifié pour l'événement principal. Les autres juges apprennent que Jin est le seul à avoir atteint un tel stade avec seulement 2 coups de poing. Alors qu'ils élaborent une stratégie pour le prochain concurrent de Jin, le chef de l'Alliance entre dans la pièce et les félicite pour leur bon travail. Il remarque qu'il n'y a pas beaucoup de qualifiés, alors il félicite Eldesong d'avoir écarté les candidats manquant de bon caractère. Curieux, il demande à l'aîné s'il y a des cas d'interférence de factions non orthodoxes, mais Song lui assure que rien de tel n'existe. Le chef de l'Alliance ordonne ensuite aux 3 escouades de dragons de suivre les positions des qualifiés et de les soutenir afin qu'ils ne se fassent pas attaquer et ne gaspillent pas leur énergie à se battre inutilement. De plus, le chef ordonne aux gardes d'enfermer quiconque menace l'un des qualifiés, quelle que soit sa secte. Avant de partir, il regarde tout le monde dans la pièce avec sérieux et leur dit de s'assurer que les qualifiés ne soient pas blessés pour le bien de l'Alliance Murom. Dès qu'il part, toute la pièce se détend et note que le chef est effrayant à voir. Le lendemain, lors de l'annonce du tournoi des qualifiés, tout le monde attend avec impatience le début de la bataille. Même Jongong est informé à ce sujet, et alors qu'il se prépare à sortir, il entend CHUL se plaindre de ne pas être autorisé à se tenir avec les qualifiés. Le vieil homme se souvient alors de l'époque de sa jeunesse où il avait fait un pari avec son meilleur ami, John Wang, sur qui gagnerait leur tournoi. Actuellement, Jongong se qualifie de vieil homme en racontant comment son meilleur ami est mort dans la guerre contre la faction démoniaque. À l'époque, John Woo avait exhorté John Woo à mener la bataille. Il se demande encore aujourd'hui qui était le plus grand pêcheur pendant la campagne d'Orong. Il admet qu'il était aussi un pêcheur, tout comme la faction démoniaque, car les membres de sa faction ont volontairement donné leur vie pour la guerre. Il souhaite toujours que les faibles aient pu fuir et se demande comment le monde des arts martiaux a pu se transformer en une si grande guerre. Revenant au présent, Zhongong se réprimande pour s'être perdu dans de telles pensées et se demande ensuite si le tournoi actuel du Dragon Phénix sera le dernier qu'il organisera. Alors qu'il sort, la foule l'acclame sauvagement, alors il leur fait signe de la main et regarde ensuite les concurrents. Quand il voit Jin Yeon et CHUL, il sourit avant de commencer son discours. Il leur raconte son passé, disant qu'il y a environ 45 ans, il était un voyou qui a emprunté de l'argent pour participer au tournoi. Alors gagner 1 ou 2 matchs n'était en aucun cas facile, et les gens mouraient parfois de malchance. Lors de ces 2 premiers matchs,
Jaon avait affronté des maîtres de différentes sectes, et il a gagné contre eux. Bien qu'il ait gagné le tournoi, le finaliste était son meilleur ami, Jaon, qu'il a rejoint pour établir l'alliance Nurim. Ensuite, Jaon a reçu l'épée étoile tandis que Jaon a reçu l'épée lunaire de l'eau. Zhongong explique qu'à l'époque, il n'y avait pas de prix pour avoir gagné le tournoi, mais certains chefs de secte leur remettaient des cadeaux. C'est lorsqu'il a reçu l'épée lunaire de la lune qu'il a eu la résolution de devenir plus fort que jamais. Pour cette raison, dans ce tournoi actuel, il présentera au gagnant un Hua Jinzheng centenaire de la secte Emma. En entendant le cadeau, les spectateurs et les participants parlent de la façon dont l'élixir est précieux et rare, et l'argent ne peut pas l'acheter. Il leur dit comment l'élixir est quelque chose que le chef de la secte Hua ne peut pas facilement remettre à ses disciples pour montrer à quel point il est précieux. Il prévoit également de remettre l'épée étoile de John Wong au meilleur épéiste. Alors que pour le meilleur épéiste, il distribuera une épée spécialement conçue par les forgerons du clan Gu pour le tournoi. Il leur rappelle comment le clan Gu fabrique les épées inoubliables utilisées par l'épéiste de la secte Hua. Enfin, le gagnant pourra nommer personnellement la nouvelle épée. Zhongong démontre ensuite en sortant son épée lunaire de l'eau et en leur disant comment elle est restée tranchante à travers les âges. Il demande aux participants de rester affûtés comme sa lame, peu importe les années qui passent, et ils devraient garder un cœur droit. En son nom et au nom des juges, il leur dit qu'ils sont les futurs dirigeants qui les remplaceront, et ils doivent tenir leur fort. La seule raison pour laquelle il distribuera des cadeaux aussi précieux est qu'ils sont orthodoxes. Sur ce, il annonce le début du tournoi du Dragon Phénix. Après l'orientation, l'événement principal commence enfin, et Jin est sélectionné au premier tour pour affronter un maître de lance jumelle tristement célèbre. Alors qu'il monte sur le ring, Jin remarque qu'il ne se souvient pas d'avoir jamais combattu un maître de lance jumelle, pas même dans sa vie passée. Son adversaire, d'un autre côté, remarque que Jin ne porte aucune arme, alors il suppose automatiquement qu'il serait une victoire facile car il n'est pas vraiment bien connu. Lorsque la bataille commence, les deux concurrents se chargent l'un sur l'autre avec une vitesse immense avec le maître de la lance tentant une attaque, mais Jin esquive facilement l'attaque au choc du maître de la lance. Le maître de la lance se rend alors compte que Jin pourrait avoir l'avantage au corps à corps, alors il se jette en l'air et prépare une autre attaque. Cette fois, il lance une frappe de lance jumelle vraiment puissante, espérant en finir. Mais à sa surprise, Jin attrape à nouveau les lances à main nue. Il donne ensuite un coup de pied au maître de la lance à travers le ring et sur le juge aîné. Le juge vérifie immédiatement l'état du maître de la lance et confirme qu'il n'est pas gravement blessé et qu'il vient de perdre connaissance. Avec Jin déclaré vainqueur, la plupart des autres concurrents dans le public se demandent comment il a pu vaincre un prodige aussi facilement. En sortant du ring, il croise CHUL et Wall, qui le félicitent pour sa victoire. Tout en échangeant des plaisanteries, Wall mentionne avec désinvolture les 30 000 naïans qu'il avait pariés sur la victoire de Jin. Bien que l'argent équivaut au prix de 3 maisons, Jin lui assure qu'il ne va pas perdre. Jin s'enquiert de la garde des points, essayant de confirmer si elle était vraiment faite de rares fils de verre à soie céleste du clan de la boulangerie, et Wall le confirme. Il l'avait obtenu du chef du clan de la boulangerie en guise de remerciement pour une épée qu'il lui avait offerte pour son anniversaire. Jin trouve choquant qu'ils aient pu présenter une épée suffisamment impressionnante pour le clan de la boulangerie, qui se concentre apparemment sur l'escrime. Il lui vient alors à l'esprit que le clan Hua semble posséder des armes étranges, qui sont très probablement utilisées pour cacher leur véritable force. Peu de temps après, Han est opposé à un adversaire, alors les trois hommes interrompent leur discussion pour observer. Comme le disent les rumeurs, Han prouve ses immenses compétences à l'épée en battant ses adversaires en très peu de temps. Comme prévu, la foule éclate à sa victoire car ils le connaissent déjà comme l'un des candidats probables pour émerger comme le vainqueur du tournoi. En sortant, Han croise les trois hommes, alors il s'approche d'eux. En s'approchant de Wall, il l'a pressé sur le fait qu'il venait de gaspiller son argent en pariant sur Jin, mais Wall l'ignore. Il insulte ensuite son jugement en tant que stratège en s'éloignant. CHUL, d'un autre côté, est énervé par son comportement arrogant, alors il le traite de trou du cul. Jin et Wall savent déjà qu'il a franchi la ligne car Han est une personne très fière qui préférerait manger de la poussière que de laisser quelqu'un le piétiner. Il sort immédiatement son épée et se prépare à donner une leçon à CHUL pour lui avoir manqué de respect. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.